En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du foot. Anecdotes, transferts, business, il en sera encore question. Dans cette émission, cette semaine, on reçoit le premier représentant historique du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Donc, il s'appelle Badou Sambagé. Il représente toute une série de joueurs extrêmement intéressants pour sa société BS Group International, dont des internationaux français, comme par exemple Castello Luqueba, Mohamed Simakan. Il y a énormément de choses à dire. Alors tout de suite, c'est parti pour le meeting. Et comme d'habitude, on te le dit tout le temps, tu likes cette émission et tu t'abonnes. Comme d'habitude, les commentaires seront lus avec un grand plaisir. Donc n'hésite pas, à chaque fois, on réagit ensemble et on remercie Unibet Experts qui est le soutien de cette émission. Badou, comment ça va ? Super, comme toujours. Écoute, bon, petite intro longue, mais on est très content. Là, ça y est, je vais me consacrer à toi pendant, à mon avis, 1 heure et demie. Il y a énormément de choses à dire sur toi. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies eu l'énergie pour venir jusqu'à Bruxelles. C'est génial. Déjà, merci pour ça. Et puis, surtout, on va apprendre certainement énormément de choses avec toi. Je le disais, tu es avocat au barreau de Paris. Il y a forcément une grande différence entre les différents métiers dans le milieu du foot et c'était hyper important de te recevoir parce que comme tu le sais, je construis un puzzle dans cette émission. L'idée, c'est de comprendre un peu comment fonctionnent tous les acteurs du milieu du foot et donc passer par un profil comme toi, c'était pour moi vraiment fondamental. On a déjà reçu un avocat qui était Sébastien Ledur, l'avocat de Romelu Lukaku, qui a une démarche aussi complètement différente et c'est ça qui est extrêmement intéressant parce que on a beau être avocat dans le même milieu du sport, on n'interprète pas le métier de la même manière. Non, exactement. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Quand on voit aujourd'hui l'environnement du football et l'écosystème, on se rend compte qu'on a à la fois les joueurs, les familles, les représentants. Et parmi les représentants, on va avoir différentes manières d'exercer. On prend le cas juste de Paris. Aujourd'hui, c'est 36 000 avocats au barreau de Paris. Il y a 36 000 façons d'exercer. Alors, imaginez-vous justement au niveau mondial ce que c'est, au niveau européen ce que c'est. Et surtout, on dépend des attentes des joueurs. Quelles vont être les attentes, quelles vont être les demandes sur des contrats, sur du management, sur du juridique, sur du fiscal. Il y a beaucoup de sujets bien sûr abordés. En tout cas, on est à la cool, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Ici, c'est vraiment un format chill, donc on va passer un bon moment ensemble. Je vais commencer par une question assez simple. Comment est-ce que, par exemple, l'avocat, par rapport au simple agent, il arrive à faire la différence dans ce milieu ? En fait, je pense que aujourd'hui, c'est un milieu qui est assez particulier. En réalité, on va avoir un joueur qui va avoir différentes attentes. Parfois, on va avoir un joueur qui va avoir une attente sur une recherche de club. Il va avoir une attente plutôt sur un accompagnement global. Et quand un joueur va avoir un accompagnement global qui va être demandé, c'est plutôt un avocat qui va intervenir. Parce qu'on va avoir des sujets sur le management, des sujets sur les contrats, des sujets sur la situation matrimoniale. On prend l'exemple juste d'un joueur qui se marie. Le mariage, c'est aussi un contrat et qui va être signé entre le mari et l'épouse. Donc, quand on va avoir ces situations-là, le joueur va attendre beaucoup plus de choses de son avocat que de son agent. Très souvent, quand il va contacter son agent, ça va être plutôt pour la partie intermédiation, recherche de club, peut-être des services accessoires, mais quand on va contacter l'avocat, ça va être plutôt de manière globale, mais aussi sur des sujets qui vont concerner à la fois sa situation administrative, que ce soit des visas, que ce soit des contrats qui vont pas être seulement sur le sportif, mais aussi sur le sponsoring. Donc on va avoir toute une panoplie de services qui vont être mis autour d'un joueur, et après il y a une question aussi, on va dire, de confiance, que ce soit un agent ou un avocat. Le joueur va demander à ce que l'avocat ou l'agent puisse lui attribuer cette confiance, c'est-à-dire pas avancer les yeux fermés, parce que évidemment la confiance n'empêche pas le contrôle, mais de dire je confie mes intérêts à une personne qui aujourd'hui est capable de défendre mes intérêts comme si c'était les siens. Et c'est aujourd'hui ce que moi je ressens quand j'accompagne un joueur, c'est vraiment cette attente-là, de se dire je sais qu'il sera de mon côté, il n'y aura pas de glissement de terrain pour aller vers le côté du club. Ça, c'est vraiment ce que je ressens au quotidien. Oui, ça veut dire que parfois, tu as le sentiment que certains agents vont jouer le jeu des clubs, parfois au détriment de l'intérêt de leurs clients, c'est-à-dire des joueurs, quoi. C'est une pression en réalité, c'est pas forcément une volonté pour l'agent de glisser. Mais quand vous avez une pression du club, nous on a eu le cas cet été avec le transfert de Tim Weah de la Juve à Marseille. Enfin, la Juve, sur cette discussion, me dit clairement, est-ce qu'on peut trouver une solution ? Et quand on leur répond, la seule solution, c'est l'intérêt du joueur,
Et si le joueur veut aller, je ne sais pas, à Manchester ou Arsenal ou Marseille, il ira à Marseille, on trouvera les solutions. Dans une autre situation, une autre perspective, le club peut tenter justement d'amadouer, tenter de mettre une pression et de dire vous ne rentrerez plus dans ce club. Et c'est des choses dont on a fait l'objet. Moi, j'ai fait l'objet de ces choses-là pendant les 15 ans d'exercice aujourd'hui. Mais c'est des situations sur lesquelles on n'a jamais transigé. C'est des situations dans lesquelles on ne s'est jamais, on va dire, mis dans une position où on devait changer de cap par rapport à nos principes. Et donc, dans ces moments-là, en fait, on voit justement cet aspect principe déontologique qui sont que de défendre une seule personne et une seule partie, c'est le joueur. Est-ce que c'est pour ça que toi, tu as voulu commencer, ou en tout cas devenir avocat plutôt qu'agent? Parce que tu es un ancien joueur, donc tu as connu toutes ces logiques de vestiaire, toutes ces logiques d'être dans la peau d'un joueur qui a des besoins, etc., par rapport aux gens qui l'entourent. Est-ce que c'est tout ce que tu as vécu là, dans ton rapport à toi au milieu du foot, qui t'a poussé à devenir avocat plutôt qu'agent? Parce que tu aurais pu le faire aussi. Moi, à 19 ans, je suis peut-être en deuxième année de droit et je dois signer soit au PSG, soit à Toulouse. Je suis sollicité, je n'ai pas de représentant, je n'ai pas d'agent, je n'ai pas d'avocat. Et à ce moment-là, mon président de club, il me dit tu as encore le temps et l'opportunité, elle se ferme. Et puis moi, sur un coup de tête, je pars en région parisienne, je signe au Red Star. Et quand je signe au Red Star, super club, super structure, super relation avec les supporters. Et la direction du Red Star, à l'époque, me dit tu signeras ton contrat un peu plus tard, et je me fais avoir. Et donc sur le coup, je me dis ça, je ne peux pas laisser arriver à des joueurs, à des personnes que j'accompagne, ou des personnes qui viendraient du même environnement que moi. Et en l'occurrence, 3 joueurs qui ont été après le haut niveau venaient justement de ma région. Et donc, ça m'a poussé à m'intéresser au droit du sport. Pas forcément à être avocat, parce qu'au départ, je voulais être simplement professeur. Et d'ailleurs, dernièrement, avec tous ces contentieux dans le monde du football, entre agents, entre avocats, une personne qui m'avait conseillé de passer le barreau m'a dit « J'aurais dû te laisser être professeur, vu la bagarre qu'il y a. » J'ai dit « Non, justement, c'est des défis qu'on doit relever. Ce sont des combats qu'on doit relever, pas simplement d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue global, en pensant justement aux joueurs, mais aussi à toutes les personnes qui, derrière, veulent faire évoluer les choses. Donc, ça m'a poussé justement à aller vers le droit du sport, à comprendre un petit peu quels sont les enjeux, à comprendre comment on peut défendre les joueurs, à rééquilibrer les forces, parce qu'aujourd'hui, quand on arrive dans un bras de fer, dans une opposition entre 2 parties qui sont les clubs et les joueurs, on se rend compte que le combat est très vite déséquilibré. Le joueur va être dans une pression psychologique qui doit passer sûrement seul. Vous allez avoir une équipe avec le club qui sont des partenaires, mais parfois aussi des opposants. Donc on a un passage d'un camp à l'autre de la part du club. Et à ce moment-là, vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Vous avez besoin que le joueur comprenne quels sont ses droits. Vous avez besoin d'être un porte-parole aussi pour lui. Et vous n'avez pas besoin de vous cacher aujourd'hui derrière le joueur pour qu'il prenne la parole. Le dernier moment où le joueur doit prendre la parole, c'est justement quand on n'a pas d'autre solution et qu'il doit appuyer le discours du représentant. Et c'est cette position en fait que j'adopte aujourd'hui avec nos équipes, qui est de dire nous sommes la première protection pour le joueur. Nous sommes le premier gilet pare-balles. Et le joueur, à un moment donné, doit être protégé vis-à-vis, bien sûr, de ce que le club peut proposer, ce que maître peut mettre en opposition avec le joueur. Et notre rôle, c'est d'apporter cette expertise et aujourd'hui, bien sûr, de l'accompagner de la meilleure des manières. Donc toi, tu t'opposes clairement à cette idée qui dit qu'aujourd'hui, la primauté va aux joueurs par rapport au club. Que c'est vraiment le marché plus des clubs que ceux des joueurs, selon toi. Aujourd'hui, c'est toujours la même rengaine que celle de l'époque. C'est les clubs qui décident dans les négociations, dans la manière dont le marché se fait. C'est toujours eux qui ont la main, plus les joueurs. Parce que beaucoup disent aujourd'hui, c'est le marché des joueurs. Quand un joueur est exceptionnel sur le marché et que tout le monde le veut, ils sont tous à plat ventre et ils vont tous faire tout ce que tu dis. Il y a un mot qui est super important là. Tu viens de parler d'exceptionnel. Donc l'exceptionnel, c'est l'exception. Okay. C'est pas le principe. Donc aujourd'hui, quand vous avez un joueur qui est exceptionnel, bien sûr, il va être en position de force. Mais aujourd'hui, la situation d'un Mbappé, la situation d'un Yamal, la situation de Dembélé n'est pas celle du joueur lambda qui aujourd'hui signe son premier contrat professionnel et qui aspire à jouer chez les pros son premier match ou qui aspire à avoir, on va dire, son premier groupe avec l'équipe professionnelle de son club. Ce joueur-là est sous pression. Ce joueur-là peut se retrouver rapidement en difficulté. S'il refuse de signer, il peut se retrouver la saison d'après, peut-être sans club s'il n'a pas anticipé. Contrairement à un joueur comme Kylian Mbappé qui, demain, s'il ne signe pas son contrat, c'était le cas avec le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, il aura une option qui suivra. Donc la majorité des joueurs sont plutôt dans une position, on va dire, de faiblesse, à la fois sur le conseil qu'ils peuvent recevoir, à la fois d'un point de vue mental, parce que ça reste des très jeunes joueurs,
et aussi sur la préparation, puisque c'est un terrain où on doit comprendre les codes. On doit savoir justement comment on doit véhiculer une information vis-à-vis du club. Est-ce qu'un joueur doit aller tout de suite dire au club je risque de ne pas signer mon premier contrat pro. On a quasiment 100% de chance qu'il ne jouera plus du tout jusqu'à la fin de saison. Donc il faut être très vigilant sur ces aspects-là. Et j'ai envie de dire, pour équilibrer les forces, ce n'est pas forcément un rapport de force conflictuel, mais c'est plutôt un degré d'information qu'on va avoir des deux côtés, du côté du joueur et du côté du club. Je me rappelle de débats que tu avais eu avec notamment Bruno Satin dans une émission bien connue dans laquelle j'ai travaillé pendant quelques années à l'Afterfoot sur RMC où je m'occupais moi plutôt de la Belgique. Et Bruno, en fait, il a été assez véhément à ton égard. La manière dont vous vous êtes écharpé en direct, c'était assez historique. C'est un moment, moi, qui personnellement m'a marqué parce que je me suis retrouvé dans une situation où je ne comprenais pas bien qu'est-ce qu'on reprochait à l'autre. Donc, qu'est-ce que l'un reprochait à l'autre. Et on sentait véritablement que les deux s'installaient entre deux visions du football qui étaient complètement différentes. Bruno était plutôt dans une vision classique du football tel qu'il s'inscrit. Et toi, en fait, tu paraissais plutôt justement révolutionnaire, moins conservateur, et tu voulais aller chercher d'autres idées pour faire progresser la manière dont le business football s'avance. Avec le recul, comment est-ce que tu as vécu ce moment-là et qu'est-ce que ça veut dire en fait fondamentalement du monde du foot aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, c'est vrai, quand on rebondit, c'était justement une discussion avec Franck Bellassène qui était... C'était Franck Bellassène ? Exactement. Ok, moi je pensais que c'était Bruno Satin. Okay. En fait, ils font partie du même syndicat et c'est vrai que de temps en temps, ça va être l'un ou l'autre dans les discussions ou les débats qu'on va avoir. Moi, je considère que c'est un débat qui est extrêmement important, qu'il l'est encore aujourd'hui, qui a encore plus d'actualité, parce que tant qu'on n'aura pas mis en avant que la priorité, c'est le joueur et non l'agent, et que la priorité, c'est de défendre les intérêts du joueur, et non que ce soit un avocat ou un agent, à partir du moment où il est habilité à pouvoir le faire et l'accompagner de la meilleure des manières possibles, dans le cadre légal, je ne vois pas aujourd'hui quelle serait la difficulté pour un joueur de faire appel à l'un ou l'autre. La difficulté qu'on a eue dans cette discussion, c'est que le débat a été déplacé de l'intérêt du joueur et comment il est défendu et comment ses droits sont défendus à une défense d'un marché et d'un prérequis. Évidemment, quand j'allais dans ce débat, pour moi, je savais très bien que faire bouger les lignes, être dans une situation de faire évoluer les choses, de casser un système, d'aller à contre-courant, ça allait poser des problèmes particuliers et un contentieux entre les avocats et les agents. Mais aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est pas le syndicat des agents, c'est pas l'avocat qui va le représenter. La priorité, c'est le joueur, comment il est défendu. Et ce que je me tiens à mettre en avant à chaque fois, c'est que vous avez des clubs qui aujourd'hui ont des relations avec des agents, ont des relations avec des directions juridiques qui composent leur groupe, et vous avez des joueurs qui peuvent être accompagnés dans le cadre du même contrat qui va être signé, qui ne sont pas représentés et qui ne sont pas conseillés. Ou lorsqu'il va être conseillé, il peut prendre l'avocat qui sera avocat de l'agent. Mais en cas de contentieux avec l'agent, qu'est-ce qui se passe? L'avocat devient quoi? Avocat du joueur ou avocat de l'agent? J'ai eu des cas particuliers où on a eu un avocat qui est devenu avocat de l'agent contre le joueur, qu'il avait représenté. Et donc aujourd'hui, pour moi, quand on a ce débat-là, cette discussion, déplacer le problème sur une question d'un contentieux entre avocat et agent, c'est une manière de noyer tout le problème qui existe, notamment la situation des joueurs en fin de carrière, où j'expliquais que justement à peu près, je crois que c'était les statistiques, 80% des agents aujourd'hui ont pu voir aussi que 80% des joueurs à la fin de leur carrière, dans les 5 ans qui suivent la fin de leur carrière, sont ruinés. Quand l'agent m'a répondu à ce moment-là sur le plateau, il fallait réfléchir, ou il avait qu'à faire les bons choix, j'ai expliqué, mais on a une responsabilité. Notre responsabilité première, c'est pas simplement d'accompagner le joueur et de signer un contrat professionnel, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans la next life, la vie d'après, après la carrière. Si on a une partie des joueurs qui reviennent dans leur environnement ou dans un environnement qui est négatif, qui tombent dans des activités illicites, puisque à l'arrivée, c'est des dossiers qui reviennent encore chez les avocats, on n'a pas seulement la partie sportive à gérer, mais également tout ce qui va aller avec et anticiper ces sujets-là. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité de toutes les personnes qui interviennent auprès des joueurs, c'est une responsabilité qui est assez importante et qui est extrêmement, pour moi, nécessaire à prendre à sa juste mesure. Et quand on a eu cette discussion, moi j'ai senti justement qu'il y avait une volonté de défendre un précaré.
Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une position de défendre un précaré, de défendre qu'un avocat serait meilleur pour un joueur ou un agent serait meilleur pour un joueur. Pour moi, je considère qu'un joueur il a besoin du représentant dont il a besoin à un moment précis. Si un joueur a besoin, Kylian Mbappé a besoin d'un avocat, il a besoin d'un avocat aujourd'hui. Si, je ne sais pas, Neymar a besoin d'un agent, il a besoin d'un agent. Mais le joueur doit être défendu, et défendu à 100%, et pas avoir un positionnement qui peut changer en fonction de la situation du joueur, qui soit en position de force ou en position de faiblesse vis-à-vis d'un club. Et c'est le débat qu'on a eu. Et pour moi, on a glissé progressivement plus vers le contentieux avocat-agent, alors que la réalité, elle est tout autre. C'est comment le joueur est défendu, est-ce qu'il est réellement défendu. Alors, en plus de ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous êtes tout à fait capable de vous associer, de travailler ensemble sur certains dossiers. C'est-à-dire que je pars du principe que tu pourrais très bien t'associer avec un agent pour pouvoir finaliser un dossier si lui, il t'amène une plus-value. Ou alors tu te fermes à ça ? C'est exactement la position qu'on a aujourd'hui sur le marché. En fait, j'étais un des premiers, il y a peut-être plus de 10 ans, à mettre en place un projet où j'estimais que le joueur doit pouvoir avoir les meilleurs professionnels autour de lui. Ça veut dire, en gros, moi je t'appelle demain, je te dis, écoute, j'ai discuté avec le directeur sportif, je sais pas moi, de Brentford, il a envie de mettre 20 millions d'euros sur ton joueur Nobel Mendy du Rayo Vallecano. Est-ce que tu es OK pour qu'on aille ensemble faire un rendez-vous là-bas ? Mais ça nous arrive tous les marchés. Okay. Tous les marchés, ça nous arrive. Le seul moment où ça nous arrive pas, c'est avec les agents français. C'est une réalité. Okay. C'est que les agents français, en fait, ont un positionnement, je parle des agents français, les historiques, puisqu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a une autre vision et qui change, et d'ailleurs qui est parfois en conflit même avec l'ancienne génération, mais ils ne peuvent pas forcément l'exprimer sous peine de se retrouver en difficulté, parce qu'il y a un syndicat qui... Oui, mais tu dénonces un conservatisme qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Et malheureusement, c'est ce qui empêche, on va dire, les agents français d'atteindre un niveau... comme l'attend aujourd'hui des groupes espagnols, des groupes anglais, des groupes allemands, parce qu'ils ont su se structurer, ils ont su comprendre le marché, ils ont su s'allier aussi. Et aujourd'hui, on a un marché français qui est dans une guéguerre interne, au lieu justement de se structurer et de se renvoyer l'information. Ce qui est très important dans le milieu du football, c'est l'information. À quel moment on l'a ? Et on peut dire que le marché français, l'ensemble des acteurs ont toutes les informations. Mais cette information ne circule pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on met en avant plutôt un conflit, on ne met pas en avant l'intérêt du joueur. Et l'information, elle bénéficie aux joueurs en priorité. Donc, ce que je constate, moi, c'est vraiment cet aspect-là, c'est qu'on a une génération de jeunes agents qui sont plutôt ouverts dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans la collaboration qu'on peut avoir entre les avocats, les agents et les scouts, qui sont pour moi les trois parties qui sont au départ nécessaires à l'avancement de la carrière du joueur, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté en fonction, justement... qu'il soit membre, on va dire, en réalité, du syndicat ou pas du syndicat. C'est vraiment le sujet aujourd'hui. Non, mais c'est clair. Et puis, il y a une chose qui est forte dans ce que tu dis, c'est que les dernières discussions que j'ai eues avec des agents français qui sont licenciés FFF, c'est qu'il y a vraiment non seulement une peur, mais aussi un espèce de... traditionnalisme autour du métier de l'avocat. C'est-à-dire que, par exemple, traditionnellement, un agent a un avocat qui fait partie de sa structure, ils travaillent ensemble, et puis l'avocat, il fait du papier, il fait du juridique, et il s'arrête à la limite qui lui est donnée par l'agent, en fait. Mais toi, tu vas bien au-delà. Toi, ce que tu présentes, c'est un projet global, où à un moment donné, tu me parles même contrat de mariage, on peut s'appuyer dans la totalité sur toi. Pour tout, même les demandes les plus folles. Je ne sais pas, moi, une rénovation de bâtiment, n'importe quoi. Là, justement, sur ces sujets-là, l'important pour nous, c'est d'avoir les meilleurs, en fait, et la meilleure expertise dans différents domaines. Vous allez avoir des personnes qui font plutôt de la gestion de patrimoine, des personnes qui vont être spécialistes dans le domaine du droit immobilier, spécialistes aussi dans le domaine des achats immobiliers. Et là, dans ce domaine-là, on va pouvoir justement apporter une expertise de par le réseau qu'on a tissé. Et le plus important pour nous, c'est pas d'être intermédiaire entre le joueur et ces personnes, c'est que le joueur bénéficie des meilleurs services et des meilleurs professionnels avec une éthique, avec un sens de la loyauté aussi, et une volonté aussi de mettre en avant la priorité qui est l'intérêt du joueur. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on arrive à faire justement développer le joueur en tant que joueur, en tant que personne, donc en tant qu'homme, mais aussi à préparer l'avenir. Et donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est que cette vision d'avoir un accompagnement global qui va avoir ensuite un impact non seulement dans la carrière et après la carrière, c'est pas forcément la priorité des différents professionnels que je peux rencontrer. Et donc c'est là qu'en fait on peut avoir un conflit qui peut naître dans les discussions qu'on va avoir. Parce qu'à partir du moment où la priorité va être de développer mon groupe d'agents, de faire le maximum de deals possibles, de faire le maximum de transferts possibles, naturellement, dans ma position, en tout cas, j'aurais du mal à collaborer ou à m'entendre avec un représentant qui a cette position-là. À quel point c'est
Et c'est vraiment une question qui est hyper importante parce que toi, tu es au milieu de tout ça et je t'ai vu te battre entre des démons à gauche, des démons à droite. C'était très compliqué pour toi aussi cet été sur des dossiers parfois qui ont été publiés et médiatisés comme celui de Timothy Weah sur lequel on reviendra, mais même d'autres. À quel point c'est la jungle dans ce métier? À quel point c'est la jungle dans ce milieu? À quel point c'est la jungle dans ce marché? On apprend à vivre avec. Moi, je dis souvent, on a choisi, donc on ne peut pas se plaindre. Où on a été choisi, on ne peut pas se plaindre non plus. Donc, je pense que c'est un domaine où aujourd'hui, à la fois au niveau des représentants, à la fois au niveau de la gestion des familles, à la fois au niveau des clubs, vous ne savez pas de quel côté le coup peut venir. Donc, vous n'allez pas être dans une psychose ou autre, mais vous allez être dans l'anticipation. On va être dans une logique de réfléchir comment on va justement aborder ces différents problèmes qui peuvent arriver sans forcément être perturbé dans le travail qu'on peut faire au quotidien. Mais cette jungle, en fait, pour moi, elle est dans tous les domaines où il y a un business qui est florissant, avec des revenus importants. À partir du moment où il y a des enjeux importants, à la fois financiers, contractuels, médiatiques, on se rend compte que ça devient un domaine où tous les coups sont permis en réalité. Moi, la priorité que j'essaie justement de fixer avec nos équipes, c'est qu'on ne rend pas coup par coup. Notre travail, c'est justement de prendre toujours une certaine hauteur, d'avoir toujours une certaine classe. On peut être attaqué de toutes les manières, de tous les côtés. L'important, c'est toujours ressortir grandi dans ces situations-là. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que malheureusement et heureusement, c'est aussi un domaine qui de par le niveau d'exigence qu'il demande, on a aussi le même degré d'adversité vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis des personnes qui sont parfois même pas des concurrents, mais potentiellement des concurrents. À partir du moment où on a des enjeux aussi importants, ça devient une bagarre où soit on s'y mêle, soit on utilise plutôt l'intellect et on se positionne surtout sur des joueurs qui ont le même ADN. Moi, en tout cas, c'est le positionnement qu'on a toujours eu, c'est d'avoir des joueurs qui ont le même ADN, avoir ces principes, cette loyauté. C'est pour ça que dans des moments même de conflit, on arrive à conserver cette relation avec les joueurs qui sont accompagnés, puisque premièrement, ils savent que leurs intérêts sont préservés, la priorité, c'est leurs intérêts, même si ça reste une activité professionnelle, bien sûr, parce qu'on néglige pas qu'il s'agit d'une activité professionnelle, mais c'est toujours dans quel sens on prend les choses. Est-ce qu'on veut chercher à gagner ou est-ce qu'on veut d'abord bien faire les choses et on sait que le résultat va suivre. Et t'en as pris des coups, toi. T'en as pris beaucoup. Ça t'a grandi. Ça t'a permis, Évidemment, on prend des coups. Et tu t'es fait voler Dembélé. T'as eu des problèmes de justice. Ça a été dans la presse. T'en as pris des gifles. Je prends des coups tous les jours. J'ai été joueur pendant une dizaine d'années. Et je pense que ça a été la meilleure école pour moi, avec l'éducation que j'ai pu recevoir. Et je pense que quand on prend ces coups-là, c'est aussi pour moi un moyen de savoir quel est notre degré de solidité, quelle est notre capacité de résilience. Je prends souvent le cas quand on prend, par exemple, l'affaire Dembélé, quand ça arrive, je dis à Ousmane, tu me demandes de travailler avec une personne ne m'impose quoi que ce soit. Et je préfère justement, pas par fierté, mais par principe, me dire que sans toi, le projet ne s'arrêtera pas, parce que j'ai été avocat avant que tu sois joueur, plutôt que de me dire et de me plier et de dire s'il te plaît, reste avec moi. Et ça a toujours été un positionnement, et c'est le positionnement justement que j'ai toujours conservé. Aujourd'hui, moi je l'ai pris à ce moment-là, conservé, bon, c'est comme une rupture des ligaments croisés en fait. Bon, je vais revenir. Donc c'est exactement la même chose pour moi. Je fais toujours le parallèle avec le côté terrain, où justement il n'y a rien qui est donné. On m'a pas dit tu seras avocat, on m'a pas dit tu feras des études de droit, on m'a pas dit tu vas tout ça. Et alors, on va se plaindre. On le sait tout ça quand on arrive, on le sait le degré d'adversité, on sait que ça va être la bagarre. Donc pour moi, dans un positionnement qu'on peut avoir comme le mien, où on travaille dans un domaine qu'on a choisi, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de dire je prends des coups, on n'a pas le droit d'aller pleurnicher. Pour moi, ça c'est vraiment la position que j'ai. C'est une volonté aussi de transmettre un message aux joueurs qu'on accompagne, puisqu'ils vont subir les mêmes difficultés. Ouais. Et donc pour moi, c'est un super parallèle que de dire justement, ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail que d'être confronté à une rancune ou une rengaine d'un groupe ou de certains agents. Pour moi, je l'ai pris même, j'ai dit à un moment donné, comme une satisfaction. Ça t'a stimulé ? J'ai dit c'est même une satisfaction de pouvoir être attaqué par des personnes qui forcément ne sont pas toujours exemptes de tout reproche, mais qui vont te faire des reproches. Donc j'ai pris ça comme un véritable challenge et comme une volonté aussi de pouvoir justement mettre encore plus d'énergie, parce qu'il s'agit en fait de changer un écosystème et un système d'entre-soi
où vous avez justement des représentants qui étaient les représentants des directeurs sportifs qui sont en place, parce que les directeurs sportifs étaient joueurs à l'époque. C'est ce que je dis, c'est le véritable challenge, le véritable positionnement que tu vas avoir, c'est que tu puisses avoir un côté impactant sans avoir été partenaire, agent, avoir fait une rétrocommission à un directeur sportif. Tous ces sujets-là, pour moi, le meilleur challenge, c'est de le faire justement en étant en conformité avec ton éthique, avec tes principes. J'ai été attaqué, par exemple, dans notre contentieux avec les agents, parce qu'on expliquait qu'un avocat ne doit pas être payé par son agent partenaire. Donc, dans notre groupe, on a des agents. Oui, alors, je vais donner juste la précision. Ouais. C'est jugé pour exercice illégal de la profession d'agent, abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale avant d'être relaxé par la justice. Ça, je tiens à le dire. Non, j'ai pas été relaxé. Justement, on a un appel qui est en cours parce qu'on a considéré que j'étais jugé pour exercice illégal de la profession d'agent. Et donc, on considérait que, par exemple, pour l'abus de biens sociaux, le fait d'acheter une paire de chaussures pour un joueur est de l'abus de biens sociaux. On a considéré que le fait d'avoir été contacté par un club pour négocier pour le compte de ce joueur, c'est de l'exercice légal de la profession d'agent. Et donc, bien sûr, on a un recours qui est en cours sur ce dossier. Mais l'objectif, par exemple, dans ce contentieux-là, c'était de dire l'avocat doit être payé uniquement par le joueur. C'est-à-dire que le club aurait dû payer le joueur qui aurait payé son avocat et non le club qui paye l'agent du groupe qui paye également son avocat. Ça a été tout l'objet de contentieux et tout l'objet de la discussion qui était validé par le barreau de Paris. Donc on a considéré à ce moment-là que la fédération qui avait ce positionnement-là, puisque c'était l'ancienne direction, c'était le président Le Gret qui avait justement à cette époque-là fait un signalement pour indiquer on ne sait pas comment fonctionne le groupe, comment travaille le groupe, et on s'est rendu compte qu'il fallait trouver une solution pour essayer de condamner, pour essayer peut-être d'avertir en réalité, parce qu'en réalité ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut conserver justement cet entre-soi et ce système-là. Donc dans ce contentieux-là, quand on a vu les enjeux, et d'ailleurs en discutant avec mon confrère, il dit mais tu sais Badou, qu'ils sont là pour te condamner. Parce qu'aujourd'hui, dans ton positionnement en tant qu'avocat, responsable de la commission des avocats mandataires sportifs auprès du barreau de Paris, formateur d'une centaine d'avocats mandataires chaque année au barreau de Paris, enseignant auprès des universités et qui permettent à certains juristes d'arriver ensuite dans les clubs professionnels, on est là pour te condamner. Et c'était la première chose que m'avait dit mon confrère. Et il m'a dit on se battra bien sûr ce sujet-là. Et quand on a vu le dossier et l'enfumage qu'il y a eu justement, et la volonté justement, c'était de, on va dire, plutôt salir une image ou autre. Médiatiquement, en tout cas, ton nom, il est ressorti beaucoup, quoi, tu vois. Et on a vu que j'avais eu aucune réaction. J'avais aucune réaction sur ce qui était sorti, puisque dans le positionnement que j'avais, j'ai jamais vu un joueur qui a été condamné pour non-déclaration de ses revenus, qui a été condamné parce qu'il a une mauvaise attitude ou un comportement inapproprié. Et quand on a vu ça, on dit, mais sur peut-être la cinquantaine de joueurs que notre équipe accompagne, on n'a pas un dossier sur un joueur, mais par contre, on s'attaque justement à une personne. Mon rôle, c'était d'abord de protéger mes équipes. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a pas une personne de l'équipe qui a été attaquée, parce que mon rôle principal, c'était de dire, ça c'est ma bagarre, c'est mon combat que je vais mener, bien sûr, même si j'aurais préféré l'éviter, mais malheureusement, quand on est dedans, on est obligé de relever ce défi-là. Mais comment tu fais pour trouver un club? Parce que logiquement, un avocat, il ne peut pas proposer un joueur comme ça. C'est ce que les agents traditionnels disent. Ils disent, mais ils sont en dehors de la profession. Normalement, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Ils ne peuvent pas aller vers les clubs en disant, proposer les joueurs, etc. Ça, c'est un rôle d'agent, c'est pas un rôle d'avocat. Là-dessus, c'est illégal, quoi. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Alors il y a deux schémas pour trouver le club? Ouais, il y a deux schémas. Le premier, c'est que dans l'équipe, on a des agents dont leur rôle, c'est uniquement le marché. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que toi, au sein de ta structure, tu es avocat, mais tu t'appuies sur des agents dont c'est le travail. Dans l'équipe qui opère auprès des joueurs qu'on accompagne, on a une équipe qui est dédiée, comme une équipe qui aurait pu être dédiée au coaching sportif, qui est dédiée uniquement à la mise en relation, à la recherche des clubs, qui connaît parfaitement le marché, qui a une éthique, qui sont licenciés et habilités soit par la FIFA, soit par la Fédération française de football, soit en Italie quand il y a le besoin. Et on a un autre cas de figure lorsque les joueurs sont sollicités. Quand vous avez des joueurs que vous accompagnez
qui sont de très haut niveau. Si on vient vers toi, alors la règle n'est plus valable. La règle n'est plus valable. Le joueur, à partir de ce moment-là, on va dire sur un marché, c'est le cas de Kylian Mbappé aujourd'hui qui est un avocat, à partir du moment où il est sollicité pour une négociation, les contrats arrivent chez l'avocat, il peut négocier et c'est le travail d'un avocat en fait, c'est pas un travail de mise en relation. Donc en fait on a une distinction à faire entre les joueurs qui sont en développement et qui ont besoin justement d'être proposés sur un marché, et là c'est le travail d'un agent, et vous avez les joueurs qui sont sollicités et dans ce cas-là qui ont besoin justement d'être conseillés sur la négociation, sur les chiffres, sur le contrat, sur aussi le choix du club. Il faut être de bonne foi alors Badou, il faut être de bonne foi quand on travaille, il faut travailler avec un esprit sain, avec la volonté de faire les choses dans les règles, parce que tu peux très rapidement être borderline. Hein. Mais c'est justement l'objectif qu'on s'est fixé depuis le départ. Je dis, ça remonte à plus de 10 ans où justement j'avais expliqué que la collaboration entre avocats et agents était la priorité. J'ai formé peut-être une centaine d'agents qui aujourd'hui sont sur le marché, quand j'enseignais au sein de l'école des agents sportifs. Tous ces agents qui ont été formés, ils ont passé la licence lorsque je dispensais mes cours. Donc, on va dire, passer la licence, c'était pas le difficile. J'ai toujours eu la volonté, à travers une dizaine d'années d'études, d'avoir un statut d'avocat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'aurait empêché justement de passer la licence, si ce n'est de dire je préfère une fonction d'avocat, puisqu'aujourd'hui, pour moi, mon domaine de prédilection, c'est le droit. Après, on a une partie management, bien sûr, qui vient se mélanger à cela, puisqu'on est dans le domaine du sport. Je ne peux pas effacer 10 années d'activité sportive au haut niveau pour dire non, je ne parlerai pas de football, mais je parlerai que de droit. C'est un ensemble, justement, qui font que les joueurs disent je vais vers Badou et son équipe parce qu'on va parler football, on va parler contrat, on va parler management, on va parler également humain. Et après, bien sûr, il y a un aspect financier et contractuel qui font qu'on maîtrise un petit peu tout ce qui va se passer sur le marché au niveau des chiffres, au niveau des contrats que peuvent proposer les différents clubs. C'est une très bonne idée, on va parler football. Raconte-moi un peu l'histoire de ton lien justement avec Ousmane Dembélé. On a effleuré le sujet ces dernières minutes, mais j'aimerais que tu me racontes. Donc, on parle d'un coach, déjà de base, d'un entraîneur de jeunes, forcément que tu es, qui rencontre une personne avec laquelle tu as des liens familiaux, qui forcément a peut-être une touche ou une envie peut-être de l'aider d'un point de vue tout à fait sain. Tu grandis, et toi, le Ousmane que tu vois se développer, tu le vois aller jusqu'au Ballon d'Or. Est-ce que le Ballon d'Or, c'est le petit que tu as vu et avec qui tu as commencé tout simplement à travailler ? Au départ, moi, c'est un garçon, je crois que je l'ai vu arriver dans le berceau quand sa maman est rentrée de l'hôpital, quand il est né, parce qu'on habitait dans le même immeuble, donc il habitait un étage au-dessus de chez moi. Et en fait, on était dans une petite ville, en fait, peut-être 10 000 habitants, et dans le quartier où on était, qui était... on va dire cosmopolite, on avait peut-être 2000 habitants et on avait les Sénégalais, les Mauritaniens, les Turcs, les Maghrébins et puis nos amis français de souche. On était vraiment un vrai mélange, une vraie famille en réalité. Hein. C'était plusieurs familles mais qui composaient une vraie famille. Et à l'époque, moi, quand il grandit, moi, je suis international malien. Donc, à l'époque aussi, vous avez quelques joueurs qui commencent à aller en centre de formation. Et donc, généralement, quand les familles sont sollicitées pour des stages ou pour une signature d'un contrat, généralement, ils font appel à moi. J'étais encore aussi en études de droit. Et donc, Ousmane reçoit pas mal d'invitations d'énormément de clubs, du Havre, de Lille, de Lens, de Rennes, de Bordeaux, énormément de clubs. Déjà, à ce moment-là, c'est un phénomène. C'est déjà un joueur exceptionnel. À ce moment-là, il avait emménagé à Évreux, donc il était parti des Andelys à Évreux, mais il passait ses vacances souvent aux Andelys. Il était au centre de loisirs aussi. Moi, j'étais animateur là-bas, donc c'est des garçons qu'on voyait régulièrement. Et donc très talentueux, très, très posé, regard déjà déterminé. On savait déjà où il voulait aller. Dû peut-être à son enfance aussi, comment il a grandi. Et donc moi j'étais aussi scolarisé avec ses tantes, donc voilà, on est vraiment un côté famille. En fait, c'est pas un côté business où on va gérer sa carrière. Aujourd'hui, je sais que c'est beaucoup, le garçon grandit, je m'occupais de toi un peu plus tard. C'était absolument pas ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand Rennes vient, l'objectif c'est ok, Rennes voulait recruter, faites emménager la famille à Rennes, parce que à 12 ans il peut pas partir tout seul et il va se perdre, et il faut vraiment qu'il ait son cadre familial. Et donc ça commence comme ça en fait. Donc moi je continue mes études de droit. Et c'est au fur et à mesure
quand je deviens avocat et quand les choses commencent à s'accélérer parce qu'il commence à être sollicité, parce qu'il était très caché au niveau du club de Rennes, toutes les équipes de France, en accord avec la famille et moi-même, ce qu'on disait, c'est qu'il ne faut pas qu'il aille en équipe de France pour le moment parce qu'il fallait qu'il assure d'abord une scolarité adéquate, un professeur individuel. Donc Rennes a mis pas mal de choses en place pour justement pouvoir le cadrer et lui permettre d'avoir un environnement qui lui permette d'affronter tout ça. Ça n'a pas été toujours évident, mais ça fait partie aussi de son enfance et de son apprentissage. Donc c'est à ce moment-là, en fait, quand je deviens avocat, qu'il dit bon, non, moi j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Moi j'étais encore avocat d'affaires, donc j'ai dit écoute, pourquoi pas, bon c'est juste relecture de contrat, aucun souci. Et puis après, au fur et à mesure, bon moi j'avais déjà vu le talent, parce qu'il y a quelques journalistes de l'équipe qui me demandaient mais qu'est-ce que tu penses, c'est qui le prochain joueur dernièrement aussi on m'a encore demandé, et d'ailleurs un des journalistes m'a dit bon, tu vois qui? Je dis bah, moi, pour moi c'est futur Ballon d'Or, c'est très très fort. Et d'ailleurs le journaliste m'a dit bon maintenant on me respecte au journal parce que quand j'ai sorti ce nom-là, maintenant tout le monde sait qui l'a sorti en premier, etc. Et tout. Donc c'est vrai qu'à l'époque déjà, les différentes personnes à qui je parlais... Tu savais que ça allait être un Ballon d'Or? Oui. Sur ses qualités, sur l'état d'esprit, sur la mentalité, c'est un amoureux du football, c'est un garçon qui sait aussi être, comme on le voit aujourd'hui, en très très collectif, qui ne peut pas supporter aussi ce côté individualiste dans une équipe. Et c'est pour ça aussi que ça a joué contre lui. Hein. C'est pour ça qu'il arrive un peu tardivement à éclosion, parce que c'est pas quelqu'un qui va être dans le côté égoïste dans son football. C'est pour ça que si à Barcelone, ça a été un peu plus compliqué, parce qu'il faut avoir un peu plus de personnalité, ce qu'il avait perdu un petit peu en cours de route. Donc dès le départ, on voit tout de suite, footballistiquement, mais aussi de par son vécu, parce qu'il faut toujours mettre les qualités d'un joueur dans les perspectives de ce qu'il a vécu, de son parcours à la fois familial, et aussi ce côté revanchard qu'il peut avoir, d'où il va tirer tout ça. Et lui, on voyait déjà tout ça. Est-ce qu'il t'a remercié lorsqu'il a gagné le Ballon d'Or? On n'a pas échangé, on a plutôt échangé quand il était encore à Barcelone, donc ça remonte déjà à quelques années. Quand ça n'allait pas, donc. Quand ça n'allait pas. Moi, je suis un peu dans mon équipe, d'ailleurs, c'est souvent ça. Quand ça va pas, je suis souvent là. Quand ça brille, je suis un peu moins. Quand il y a le feu, on peut me trouver. Mais dans une situation comme ça, en général... Et d'ailleurs, je lui avais dit à l'époque, quand il était à Barcelone, on se reverra après la carrière. Parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas rancunier, mais je suis toujours dans cette logique-là de me dire, je vais éviter toute situation où ça peut prêter à confusion. Parce qu'on est dans un domaine, on va dire, hein, ça reste une jungle, et donc tout peut être interprété de manière assez particulière. Mais pourtant, c'est toi qui as perdu dans ce dossier, dans le sens où aujourd'hui, tu as essuyé les plâtres, tu as été au départ, quand ça n'allait pas à Rennes, parce qu'à Rennes, à un moment donné, il ne faisait pas jouer, etc. C'était vraiment compliqué. Voilà, il y a un moment donné, tu as aussi essuyé les plâtres, quoi. C'était compliqué pour toi, c'était pas évident. Et puis tu le vois réussir, tu le vois exploser, tu le vois de manière aussi extrêmement extravertie. Il est dans les pubs, il parle bien dans les médias, etc. Machin. Et moi, j'étais un peu... je sais pas comment tu l'as ressenti, mais je me suis dit, c'est dommage qu'il n'ait pas eu un mot pour Badou quand il a gagné son Ballon d'Or. Parce qu'il en a mis beaucoup sur Moussa. Moussa a fait beaucoup pour sa carrière, etc. Moussa Sissoko, qui est son agent, qui est un des plus grands agents au monde. Mais la vérité, c'est que tu étais là aussi. Tu vois, tu aurais pu juste un merci, je pense que ça aurait été sympa. Moi, je pense que sûrement au fond de lui, il l'a. Mais le plus important, moi, je pense qu'en réalité, j'ai pas perdu dans ce dossier-là. J'ai pas perdu. Là où je perdais, c'est quand il était dans ses travers. Là, je pensais qu'il y avait un manque de considération et de respect des sacrifices qui ont été faits, quand il fallait se bagarrer avec Rennes, quand il fallait leur faire comprendre que ce n'est pas un joueur de district, leur faire comprendre qu'il n'est pas trop frêle, aller au combat, se bagarrer pour avoir une clause libératoire qui mette une pression sur le club. Là, à ce moment-là, je pensais qu'il ne respectait pas ces sacrifices qui avaient été faits, parce qu'il ne respectait pas les engagements qu'on avait pris et les objectifs qui avaient été fixés au départ. Là, aujourd'hui, quand il se met dans une logique professionnelle, dans une logique avec des principes qui vont lui permettre d'atteindre le haut niveau comme il l'a fait la saison dernière, là, à ce moment-là, je sens qu'il respecte justement mon message et ce que j'ai fait passer. Et derrière, même si on a une situation où il y a un changement de représentant, moi, j'estimais que justement, de par aujourd'hui ce qui a été construit avec les équipes maintenant avec qui je travaille, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt une victoire, parce que ça a été une manière aussi d'être vacciné. On espère de l'être d'une manière différente. Mais à ce moment-là, je pense que lui, il était peut-être jeune en tant que joueur,
Influençable aussi. peut-être un peu crédule, mais moi j'étais peut-être aussi un jeune professionnel et peut-être que j'avais une vision un peu utopique du monde du football en ouvrant les portes à certaines personnes. Mais en réalité, quand on regarde entre l'époque, c'était il y a 10 ans maintenant, faut Ouais, regarder mais c'est intéressant. mais il y a 10 ans, et quand Ouais. on regarde aujourd'hui, c'est pas une situation qui s'est reproduite. Non. Elle s'est pas reproduite. Donc Ok. pour moi, j'ai envie de dire, la victoire, elle est là, c'est de pouvoir construire. Et il y a des choses qu'on va mettre en place qui peuvent pas, on va dire, être effacées. Mais pour moi, la grosse défaite, ça aurait été qu'il puisse pas faire la carrière qu'il doit faire. Après, on peut toujours dire, oui, il aurait pu être un Non, plus non. haut niveau, il aurait pu Bien avoir sûr. plus de choses. Aujourd'hui, moi, je pense toujours qu'on est à la place qu'on est. On est toujours à la place qu'on est. Et si à un moment donné, il n'était pas au niveau qu'il devait être, c'est qu'il ne devait pas l'être. Et aujourd'hui, s'il est à ce niveau-là, c'est qu'il devait l'être. Après, c'est un garçon qui a un don. Moi, j'ai apporté, on va dire, ce que je devais apporter. Mais il a un don qui est venu d'autre part. Donc aujourd'hui, dans ma position, et je pense que c'est important en tant que, enfin, pour tous les représentants, hein, de toujours mesurer leur apport. Moi, je sais ce que j'ai apporté, mais aujourd'hui, mon rôle, c'est aussi d'avoir une certaine retenue et dans un recul. Parce qu'en fait, en réalité, on fait ce qu'on a à faire. Ouais. Ça, c'est important. On le rappelle, tu représentes des joueurs très importants, des joueurs comme Mohamed Simakan, qui aujourd'hui était à Al Nasser, qui avant était à Leipzig, des joueurs comme Castello Luqueba, Timothy Weah. Il y a des joueurs qui arrivent, notamment Nobel Mendy, nouvellement, fraîchement international sénégalais. Ça, c'est le positif. Et je te remercie de t'ouvrir aussi. J'aimerais peut-être te demander juste d'ouvrir la porte de tes souvenirs, que tu m'offres ça. Explique-moi ce qui s'est passé le jour où Ousmane a décidé de changer d'agent. Tu étais dans quel endroit? Vous vous êtes vus? Est-ce que c'était un SMS? Comment ça s'est passé? Explique-moi. J'ai envie que tu me racontes comment tu l'as vécu au fond de toi. Moi, je veux parler à l'humain, en dehors de l'avocat. Écoute, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes parce que, en réalité, il y a beaucoup de zones. Maintenant, 10 ans après, c'est plus facile d'expliquer parce qu'en fait, à ce moment-là... T'es dans l'émotionnel. Ouais, en fait, on va dire l'émotionnel, oui, mais on est plutôt à un côté où le discours, il ne va pas passer, en fait. En fait, ça ne sert à rien de s'exprimer à ce moment-là, ça ne sert à rien de parler, parce qu'en fait, ce que vous allez dire, ça va être inaudible. Et aujourd'hui, je pense que c'est un moment où on peut plus expliquer les choses, comment les choses se sont présentées. On savait que quand il sort pas de Rennes et qu'il y a un contentieux avec une direction qui me menace de plus exercer à la Sorbonne, qui me menace de plus exercer en tant qu'avocat, on a des gens quand même assez puissants. À ce moment-là, c'est soit on a un positionnement, comme j'ai dit, on met le joueur en avant et puis on se cache, ou bien on se met devant. Et moi, j'ai eu un positionnement qui a été très clair et aujourd'hui, je l'assume toujours, ce positionnement-là. C'est que je me suis mis devant. Le joueur n'a pas parlé une fois. N'a pas parlé une fois. On a eu une multitude de haine sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui, pour moi, à ce moment-là, m'ont permis de faire comprendre aussi qu'on était dans un vrai positionnement. On était dans un vrai positionnement qu'il fallait adopter pour défendre le joueur. Ça lui a donné une force énorme, c'est vrai à ce moment-là, puisque il fait une demi-saison, il met 12 buts, il est extrêmement performant, mais ça laisse des traces, puisque vous avez un contentieux avec un club. Vous avez un contentieux avec un club qui, à ce moment, dit à quel moment on va pouvoir l'abattre, lui. À quel moment on va pouvoir le sauter. C'est ça l'objectif qui est fixé. Et en plus, au même moment... Tu t'es senti l'homme à abattre? Ah oui, mais bien sûr, mais tout de suite. Tout de suite, j'ai vu, lorsqu'on signe la clause libératoire et que le document doit m'être remis en tant qu'avocat, on ne me le remet pas. On me le remet pas et j'ai envie de dire, même en question, il y a un côté un peu... non-respect de ma fonction, est-ce que c'est par mes origines ou autre? Je sens tout ça en fait, je sens tout ça arriver, mais j'ai un positionnement qui est toujours de garder une certaine hauteur, garder un certain calme. Et donc je sens qu'à la moindre difficulté, à la moindre tension, on va chercher à perturber tout ça. Et au départ, ça commence par les premiers appels, hein, c'est les Georges Mendes, c'est les Ahavi, c'est tout cela qui appelle Dembélé. Il dit non, je suis représenté par Badou Sambagé et point, c'est clair. Ensuite, vous avez un appel de Moussa Sissoko. Donc, Moussa Sissoko, au départ, appelle Ousmane et Ousmane dit non, il faut contacter Badou Sambagé. Donc, c'est moi qui échange avec lui. Et donc, j'échange avec lui. Bon, ben, on a une personne du même environnement. Il n'est pas menaçant. Non, des choses assez calmes, assez claires, même une collaboration qui peut se mettre en place, qui dit bon, ben moi, voilà, écoute, j'ai le Stade Rennais qui veulent te sauter. Voilà, ils veulent te virer, ils veulent plus que tu représentes le joueur, ils ont la haine contre toi, en plus il y a une clause libératoire, etc., etc., 5 millions.
l'erreur, elle est faite ici, en fait, qui est validée à l'époque par Sylvestre et d'autres personnes du club. Et il me dit, voilà, moi, je travaille pour les clubs, je travaille pas pour les joueurs, voilà, moi, je veux juste collaborer, etc., etc. Donc, il connaît pas Ousmane, il l'a jamais vu jouer, il sait pas qui c'est à cette époque. Donc, je dis, ok, bon, bah, écoute, moi, à partir du moment où c'est l'intérêt du joueur, j'ouvre les portes. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est nécessaire. Bon, après, avec le temps, on apprend un peu plus, on prend ses infos, on regarde un peu plus. On a une personne dans l'équipe qui me dit, non, Badou, non, non, tu te mets, non, non, ne lui parle pas. Je dis, mais attends, c'est dans l'intérêt d'Ousmane, s'il doit rester à un moment donné, pourquoi pas il travaille pour le club, aujourd'hui on n'a fait pas une financière ou autre. Et donc, c'est là qu'on est amené à discuter, c'est là qu'on est amené à mettre une stratégie. Donc pour le Stade Rennais, la discussion se fait avec moi. Mais petit à petit, ils se disent, bah non, en fait, Sambagé, il n'est plus là. Donc il ne parle plus avec moi, il parle avec Moussa Sissoko, qui en fait est intermédiaire, qui échange avec moi dans la discussion du contrat pro, etc. Et tout. Et quand le Ousmane commence à jouer, donc il explose, à ce moment-là, on a des échanges avec Sissoko, on a un premier contentieux qui naît dans une discussion, et puis moi je lui dis, écoute, c'est mieux qu'on se voit. Donc on se voit, et puis il me dit, moi je veux plus être dans le dossier, ça m'intéresse plus, et moi je dis, bah non. À partir du moment où tu as œuvrer, même que ce soit pour 10%, 5%, 15%, 50% dans on va dire, la finalisation du dossier. Il est sincère à ce moment-là, tu le sens sincère ou tu le sens piégeux? Ah non, moi, je te dis, parisien, normand, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, je me sens plutôt, bon, bah, ok, pas de souci. Oui, et il me dit, non, non, je suis. C'est pas la même chose. Voilà, il me dit, non, non, moi, écoute, aucun souci, moi, je suis plus dedans. Mais par contre, s'il y a un problème, faudra pas m'appeler. Je dis, mais il y aura pas de problème. Donc, en fait, je lis pas entre les lignes à ce moment-là, parce qu'un problème peut être créé. Je peux créer un problème et ensuite revenir dire, bah, maintenant, tu as un problème. Et donc, en l'occurrence, à ce moment-là, je lui dis, bah non, écoute, moi, à partir du moment où tu es intervenu, c'est moi qui vais t'appeler. Ça, c'est sûr et certain. Et il me dit non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez une machine qui se met en place avec le Stade Rennais, avec les joueurs. Qui sont les joueurs du vestiaire. Vous avez une pression de Sylvestre, vous avez une pression de Ruello, vous avez une pression de la direction. Et là, ça commence à partir dans tous les sens. Et je sens qu'Ousmane est un peu instable. Tendu. Ouais, tendu, je sens. D'ailleurs, à l'époque, il n'hésite pas à envoyer un courrier à Marcel Kodja, qui était l'agent, pour rompre le contrat. Il dit au club, ah non, moi, c'est toujours Badou. Et ça devient flou. Et en fait, ça devient vraiment un foutoir. Et je me dis, mais qui lui parle? Et puis moi, je m'interroge. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je me dis, mais ça vient d'où? Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que, en fait, il y a vraiment un discours qui vient, qui le déstabilise. Et puis, je discute dans l'équipe, et puis au fur et à mesure, on fait l'enquête. Et puis après, j'ai un des collaborateurs de l'agent qui m'a dit, Badou, en fait, là, c'est Moussa Sissoko qui parle aux joueurs. Et donc, pour moi, bah non, il n'était pas là. Et en fait... Et en fait, il était là, elle susurrait des choses à l'oreille et puis en fait, faire monter la pression. Tout remonte comme ça, et puis après, vous vous rendez compte que en fait, l'ami d'Ousmane Dembélé, que je connais depuis très, très, très jeune, est un peu plus impliqué, qui prend un peu plus position. Donc ça devient en fait un foutoir pas possible, où on ne sait plus à qui parler, et malgré tout, on se rassied. On rediscute, on retrouve une solution, mais sauf qu'il y a tellement d'enjeux, on a dit c'est la jungle, c'est un domaine où tu as tellement de confrontations, et puis après, à la fin, ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut pas marcher, et puis on se retrouve dans un contentieux où on dit, bon, bah écoute, tu sais quoi, tu ne veux pas travailler? En fait, c'est assez simple, hein. Quand on ne veut pas travailler, on se sépare, en fait. On se sépare. Tu lâches prise. Et là, je dis, bon, bah écoute, c'est un accord, et puis, ciao, t'as choisi ton camp, et puis voilà, tu vas à droite, je vais à gauche, et puis ça se termine comme ça, en fait. Vous avez et quand puis même passé un accord, on trouve un accord. Voilà, on trouve un accord, ça a été très compliqué, on trouve un accord. Pourquoi? Parce que moi, j'explique à Ousmane, je dis, écoute, c'est pas un projet financier, Ousmane. Aujourd'hui, toi, tu es en train d'en faire une affaire business. Moi, c'est une affaire humaine et famille. Mais là, la trahison, parce que ça s'appelle une trahison, c'est pas dans nos principes. À partir du moment où tu en fais une affaire business, il y a d'autres joueurs qui aujourd'hui ont besoin qu'on les accompagne. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, nous au niveau de l'équipe, d'avoir travaillé et de faire en sorte que ça puisse bénéficier à d'autres personnes sans qu'on puisse aujourd'hui faire bénéficier nos équipes et les joueurs qu'on accompagne. C'est là qu'on trouve l'accord en fait. Et je dis, écoute, ça me va, on termine là-dessus.
et puis un engagement à plus parler de telle ou telle personne, et puis on en termine là-dessus. Mais c'est vrai que ça a été une situation où c'était plus un... En fait, c'était une somme de trahison dans tous les sens, où dans les principes que nous, on essaie de véhiculer, ça ne correspondait pas à un Ousmane Dembélé, en fait. Et aujourd'hui encore, en fait, ça ne correspond pas à Ousmane Dembélé. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est un milieu où les joueurs sont vraiment... ils vont vous dire, on va à la guerre. Mais en fait, c'est à vous de savoir, en réalité, s'il est vraiment prêt et armé pour cette guerre-là. Et en réalité, on se rend compte qu'il était beaucoup trop jeune. Et qu'il avait besoin d'avoir, pas à ce moment-là, un conflit avec le club, Ouais. mais une bonne relation parce qu'il avait envie de pouvoir sortir à la fin du mercato, etc. Mais quand tu es avec les grands agents, je suis désolé de le dire, Badou, mais ça, c'est vraiment une histoire qui vient, pour moi, être un vrai résultat de ce que je vais dire, c'est que c'est sans foi ni loi. C'est-à-dire que plus tu montes, plus à un moment donné, les mecs qui sont là, ils veulent te terrasser. Et c'est, je les vois vraiment comme des requins, quoi. Tu vois, Aujourd'hui, je pense que je te rejoins totalement là-dessus, mais aujourd'hui, par exemple, dans le positionnement que je vais avoir aussi Donc avec tu peux nos pas équipes, être un gentil, c'est pas possible, t'es obligé d'être filou. c'est pas une position d'être filou, mais je pense que je vais revenir sur ce point-là, mais juste dans le positionnement que j'avais il y a peut-être 10-12 ans, il est totalement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus dans une position où je vais alerter certains agents, dire attention, là tu vas être en difficulté, ou certains avocats. Par contre, là, ils vont te laisser aucune chance. Tu vas pas t'en sortir. Donc si ton joueur, tu l'accompagnes depuis un certain temps, ils vont avoir des arguments, ils vont avoir des munitions, ils sont capables de faire des deals, ils sont capables d'apporter un confort aux joueurs, ils sont capables d'apporter des choses que tu n'es pas capable d'apporter aujourd'hui. Pas parce que tu n'as pas la compétence, mais parce qu'on ne va pas te laisser montrer ta compétence. Et ça, je l'ai vécu en fait. Et l'avoir vécu, aujourd'hui, j'ai un positionnement qui est un peu plus en hauteur, où j'ai moins, où on n'a pas la possibilité d'arriver et de dire, bon, bah, ils ne peuvent pas faire ou ils ne peuvent pas faire. Il n'a pas la capacité. Il n'a pas le réseau, il n'a pas la capacité de négocier tel ou tel contrat, ou il n'est pas respecté par un club ou autre. Donc, j'ai pas cette position. Il y a 10 ans, cette position-là, si je l'avais, bien sûr, ça aurait été totalement différent. Et aujourd'hui, je pense que je me mets à la place de beaucoup de représentants. Ils sont dans cette position que j'ai eue il y a une dizaine d'années, où ils sont en difficulté lorsque vous avez des grands groupes qui arrivent, qui vont avoir une aura, qui vont avoir une capacité financière, une puissance financière, aujourd'hui, qui n'est pas négligeable. Et donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc comment se positionner pour ne pas être filou? En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, comment on pourrait se positionner pour pouvoir justement conserver cette éthique-là? Pour moi, il y a des joueurs qui vont avec des représentants et d'autres joueurs qui vont avec des représentants. Si vous avez des joueurs que vous accompagnez qui ont justement ces principes-là, ils seront capables de s'asseoir avec vous. Et le moment où vous arrêtez, vous allez discuter et vous allez arrêter en fait. Donc qui de joueur l'agent, quelque part? Voilà. On dit du joueur qui est représenté l'agent qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. La personnalité du joueur veut dire quelque chose de l'agent. Pour moi, c'est extrêmement important. Dans beaucoup de situations, quand un joueur nous rejoint au niveau de l'équipe, les clubs tout de suite vont regarder le terrain, mais savent déjà la personnalité et la mentalité du joueur. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ce côté ADN qu'on va véhiculer à travers les joueurs qu'on accompagne et à travers ce que nous, on va faire au quotidien, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est pour ça que je pose toujours la question. Je dis, quand on a un contentieux avec un agent ou autre, l'agent ne pourra jamais, à ce moment-là, remettre en cause. Il ne doit pas remettre en cause la compétence et il ne doit pas pouvoir remettre en cause les principes qu'on va défendre et notamment les joueurs, leurs intérêts qu'on va défendre. À partir du moment où on a ces deux éléments qui sont en avant, et d'ailleurs aucun club aujourd'hui ne peut avoir ce positionnement-là, si ce n'est de dire ils défendent trop les joueurs. Ça, et pour moi, c'est plutôt une qualité et plutôt quelque chose de valorisant. Tout à l'heure, tu mettais en avant un truc qui est hyper intéressant et qui est hyper important. Tu dis qu'aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour attirer un joueur. Notamment les filles. C'est important. Il y a des agents qui utilisent le charnel pour pouvoir attirer des joueurs. Il y a certains joueurs qui ne sont pas du tout attirés par ça. Il y a aussi des agents, et là ça devient vraiment de plus en plus fréquent, qui passent directement à la caisse, ou auprès de la famille, ou auprès des joueurs. Est-ce que toi, soit c'est une méthode, tu penses, auquel il faut s'accommoder parce que c'est le capitalisme, et s'il y en a un qui met 100 000, il faut mettre 100 000, ou alors tu penses véritablement que c'est un problème, c'est un fléau et c'est en train de biaiser le rapport joueur-agent? Écoute, j'ai eu il y a quelques mois un rendez-vous. J'étais avec
deux partenaires. On a le rendez-vous au bureau. Le rendez-vous s'est très très bien passé. On a extrêmement bien présenté le projet. On a considéré que le joueur et sa famille correspondaient exactement au style de joueur qu'on accompagne, qu'on était prêt en fait, parce que on met tellement d'énergie, tellement de temps dans cet accompagnement-là, avec aussi une part de risque, que ça ne marche pas. Et donc la seule chose qu'on veut en réalité à ce moment-là, puisqu'on n'a pas de certitude sur les autres choses, même si on peut avoir des indices qui nous indiquent que la carrière va décoller, c'est qu'on ait justement cette bonne relation humaine, puisque en réalité, travailler dans un environnement qui est pas sain, il n'y a rien de pire, quels que soient les enjeux derrière cela. Et à l'issue de ce rendez-vous, la famille a fait un retour à un de mes partenaires, elle a dit oui, mais le problème c'est que Badou et son équipe ne payent pas les familles. J'ai pris comme une qualité. À l'arrivée, il n'a pas signé le joueur avec nous. Il n'a pas signé avec nous. Mais j'en suis quasiment sûr. Donc, il voit les agents que dans quelques années, pas tous, attention, pas tous. C'est justement quand vous avez des familles. En l'occurrence, ton prospect a vu clairement ta société comme un Mr Cash. Exactement. Et c'est ça, il faut pas s'en cacher. C'est une situation qui existe. Maintenant, aujourd'hui, qui a ouvert cette porte ? Les plus grandes agences anglaises. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de miser. Ouais. Ils vont miser. Et ils vont se dire, je mise 100 et j'obtiens, 100 000. Et c'est aujourd'hui l'objectif qui est fixé par certaines agences. Ce qui n'empêche pas de dire que le travail est un travail de qualité. Aujourd'hui, ce que je considère, c'est que si le lien il est basé sur l'achat d'une personne pour qu'il vous rejoigne, pour moi, ce n'est pas un lien professionnel, ce n'est pas un lien comme je le recherche aujourd'hui dans l'activité qu'on a. Mais malheureusement, c'est une situation qui existe et qui se développe et qui devient quasiment la norme, puisque je dis à la sortie de ce rendez-vous, c'est ils ne payent pas les familles. Mais tu vas me dire, on parle tout le temps de Rennes, mais la réalité, c'est qu'en France, c'est une brèche qui a été complètement ouverte par un ancien joueur du Stade Rennais, avec Eduardo Camavinga, dont le père a reçu un certain montant très important pour pouvoir donner tout simplement la main de la direction sportive de la carrière de son fils à Stellar, et Stellar l'a transféré derrière au Real Madrid. Et c'est évidemment un très grand transfert, et ils ont récupéré leur mise peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, mais c'est une brèche qui a été ouverte en fait. Et à partir du moment où ça a été ouvert sur le marché, derrière, ça a découlé toute une série de personnes qui ont voulu évidemment s'inspirer de ça en se disant, ah ok, donc en fait, eux, à un moment donné, c'est l'argument de la pente glissante en fait en avocat. En tant qu'avocat, c'est ça en fait. Aujourd'hui, est-ce que cette brèche elle a été ouverte par Camavinga ? Je ne suis pas sûr en fait. La communication, ou on va dire l'information qui est sortie à l'extérieur, qui a permis de rendre public cette pratique, oui. Mais ce sont des pratiques qui existent bien avant. C'est comme aujourd'hui, si on dit, dans l'affaire Dembélé... ça l'a popularisé, ça a donné un effet d'accélérateur. Ça a donné un effet d'accélérateur, puisque certains parents se sont dit, je ne pensais pas que je pouvais peut-être obtenir telle somme. Mais certains seulement, parce qu'aujourd'hui, et je suis très content de dire ça, aujourd'hui, on a encore des parents, et beaucoup de parents qui voient juste l'intérêt de leur enfant. Bien sûr. L'intérêt de leur enfant, leur réussite, et qui ne misent pas sur leur enfant. Qui disent pas j'ai eu un enfant, il sera footballeur celui-là. Donc je pense qu'il faut aussi remettre dans leur contexte, parce que parfois les situations comme celle-ci vont éclipser la généralité et ce qui se passe en réalité. Moi aujourd'hui dans l'accompagnement qu'on a, je suis par exemple très satisfait, parce que j'ai des familles qui aujourd'hui savent exactement quel est leur positionnement. Ils savent que je ne vais pas être le frère du joueur, mais son représentant, et que s'il faut lui dire qu'il va vraiment du mauvais côté, je le ferai, ça c'est pas un problème. Mais par contre, les parents et les familles vont avoir aussi leur positionnement de famille. Et je pense que justement, en jouant chacun notre rôle dans l'accompagnement, c'est ça ce qui permet une réussite, c'est ce qui permet à un moment donné un joueur d'avancer. On prend le cas de Timothy Weah, j'ai jamais vu Georges Weah, je pense en 10 ans d'accompagnement, m'a appelé 2 fois. 2 fois. La première fois, c'était pour me dire non, il reste au PSG tant qu'il n'a pas joué une minute, parce qu'il doit jouer en pro dans son club formateur. Et la deuxième fois, c'était pour me dire cet été, Tim, il va aller à Marseille. Et quand je lui ai dit oui, il a dit c'est le choix du joueur, et de toute façon, tu as tout mon soutien. Même si c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Président du Libéria. Voilà, donc en fait, il m'a appelé 2 fois. Donc aujourd'hui, quand je vois cela et que je dis à des parents, ancien Ballon d'Or, carrière énorme, reconverti président de la République, il m'appelle 2 fois en 10 ans pour 2 choses qui ont tout leur sens en fait, et une expérience.
Et donc à ce moment-là, Timothy a 17 ans, il signe pro au Paris Saint-Germain et il joue son premier match et c'est ce qu'il a lancé, puisqu'après il a pu aller en prêt à Celtic, il a pu aller à Lille, à la Juventus. Et derrière, à Marseille, aujourd'hui, on voit que le choix du joueur, c'est toujours la priorité. Quand le joueur choisit et qu'il est déterminé, en réalité, on va avoir une réussite sportive, en principe. Et aujourd'hui, pour l'instant, c'est une réussite sportive. Donc pour moi, ça, c'est extrêmement important d'avoir le rôle de chacun qui est clairement positionné. Et ce n'est pas forcément la responsabilité des familles. Pour moi, je pense que la responsabilité première, elle vient des représentants. Elle vient des représentants parce qu'on reste des professionnels. Ce que j'ai dit, que ce soit un agent ou un avocat, il y a profession et professionnel. C'est-à-dire qu'on doit avoir un haut degré d'expertise, un haut degré de conseil. Et si on ne l'a pas, on doit pouvoir s'épauler et s'appuyer sur des professionnels dans le domaine. Quel est le transfert le plus fou que tu as vécu dans ta carrière? Oh là, fou. Celui dont tu te rappelleras toujours parce qu'il t'a peut-être pas le plus médiatisé. Tu te parlais tout à l'heure de Timothy Weah, on pourra en dire un mot parce que c'est vrai que moi j'étais un peu au milieu du truc, tu m'as un peu fait vivre ça, J'étais assez halluciné du comportement qui pouvait être celui du président de la Juventus, mais bon, ça on en reparlera, Damien Comolli. Comment tu... peut-être ce transfert-là, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ce transfert le plus fou que tu as vécu, qu'est-ce que tu en retires aussi? Voilà. Fais-moi vivre un peu tout ça. Moi, il y en a deux. Deux transferts. Pas forcément les plus gros transferts, mais pour moi, ils étaient très importants pour les joueurs. Donc, ça reste toujours des transferts importants. Le premier qu'on a vécu, c'était avec un collègue, justement, à Jean. C'est le transfert de Gassama à Rangers. D'accord. Donc, Jedi Gassama, il est formé au PSG. Donc, c'est le joueur, vous lui dites, il y a une possibilité d'aller jouer. À Eupen, il dit, c'est quand je prends mon sac, j'y vais, il faut jouer. Donc, prêté à Eupen, ensuite à Sheffield. Et à Sheffield, on a un propriétaire qui est non, il est d'Asie, il est Thaïlande. D'accord. Il est plus saoudien, c'est vrai, il a vendu le club Sheffield United ou Wednesday? Wednesday. Ah oui, ok, j'ai confondu avec Sheffield United. Donc Wednesday, donc déjà j'ai compris qu'il avait fait signer Gassama parce qu'il était né un mercredi. Donc Sheffield Wednesday, donc j'avais pas... carrément. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc il y a deux phases dans ce transfert parce qu'il y a le transfert à Sheffield où on arrive et... tous les accords sont trouvés avec le PSG, donc le joueur signe libre, plus 40% qui reviendront au club du Paris Saint-Germain en cas de futur transfert. Et le propriétaire envoie un message, donc le propriétaire ne parle jamais à personne. Donc il parle juste à son assistante, il ne parle pas au joueur, il ne parle pas à un représentant, il ne parle pas à son juriste, il parle juste à sa secrétaire. Et donc il envoie un message et il dit le joueur il prendra le 41. Donc le joueur, non, je vais prendre le 7. Non, il prend le 41. Donc pour nous, c'est une blague déjà. Donc, on se dit, où on a atterri là? Donc, déjà, on arrive au stade, il y a 2 éléphants dans le stade, il les a fait venir de Thaïlande. Donc, incroyable. Voilà, 2 éléphants dans le stade? Non, des vrais éléphants? Des faux. Ah, ok. Deux faux éléphants devant le stade. Okay. Donc, on arrive, on dit, on est où là? Donc, 41, il lui dit, tu le prends. Donc, pour nous, on dit, non, il prendra le 7 qui est disponible, je crois que c'était le 7. Ok. Puis ça avance, et puis je vois qu'on me prend à part, et puis on prend mon collègue à part, on dit, non, le propriétaire vient d'appeler, il prend le 41. Il prend le 41 parce qu'il a dit avec ça, il va faire une grosse saison, et ça va bien se passer. Bon, il fait une grosse saison. Okay. Il fait une grosse saison, donc ça, c'était déjà, on a dit, on est où? Et puis arrive le transfert pour l'été, donc on a différentes offres, et une offre de Glasgow Rangers. Donc... tout se passe très bien, accord entre les clubs. Je ne sais pas si tu es déjà allé au centre d'entraînement de la sélection anglaise. D'accord. Donc, ils ont un hôtel au sein du centre d'entraînement et les clubs viennent faire des stages. Donc, on se retrouve avec Sheffield, qui est sur l'aile gauche. Ouais. Et l'aile droite, vous avez Rangers. Donc, le joueur appartient encore à Sheffield. Donc, les clubs nous disent accord. Le club de Sheffield... Comme par hasard, ils s'étaient retrouvés pour la préparation dans le même hôtel. Gros hasard, ouais. C'est fou, ça. Et donc, le joueur part en visite médicale, je crois, du côté de Manchester. Donc, visite médicale, ok. Il revient au club. Et le président donne plus de nouvelles. Le propriétaire de Sheffield Wednesday donne plus de nouvelles. Et donc, nous, on cherche à le joindre dans tous les sens. On appelle la secrétaire. Tout le monde met la pression. Il ne répond plus. Il ne répond plus parce qu'à ce moment-là, il y a eu un accord entre les clubs, je crois que c'était 2,5 millions pour le transfert. Et il considère que l'accord n'est plus bon. Le joueur a déjà passé la visite médicale, il avait fait venir sa famille.
Il a fait les shootings. Son bébé, je crois, avait peut-être 6 mois. Donc, les shootings avaient été faits, tout avait été fait. Oh là là. Et on se retrouve bloqué. Plus de réponse du propriétaire. Et il dit qu'il a le Covid. Donc, il répond plus. On se retrouve premier jour, deuxième jour, troisième jour. Rien qui se passe. Et là, à ce moment-là, comme j'ai dit, il y a des moments où on doit faire sortir justement le joueur pour qu'il puisse expliquer ce qui se passe. Ça va peut-être provoquer justement les supporters qui vont nous aider peut-être là-dessus. Et là, le joueur fait une sortie et dit j'ai fait la visite médicale, j'ai déjà fait les shootings, je suis déjà avec l'équipe. Donc, entre-temps, le joueur avait changé d'aile. Donc, il avait une chambre avec le groupe des Rangers. Sauf que les joueurs de Sheffield n'étaient plus payés. Donc, les joueurs de Sheffield avaient tous envoyé un courrier, comme c'est d'usage, pour résilier leur contrat. Et donc... Ça arrive assez rarement d'ailleurs en Championship d'avoir des des présidents de clubs qui ne payent pas les joueurs. C'est inhabituel. Hein. Et il restait 5 jours, ou je crois 3 jours, pour pouvoir justement faire en sorte que le club soit en mesure de payer les salaires, parce que sinon les joueurs se retrouvaient libres. Donc, il y avait un joueur, je crois, qui avait envoyé le courrier un petit peu avant, et donc qui allait d'ailleurs, à la fin du deal, allait se retrouver libre. Et donc le propriétaire, on s'est rendu compte qu'il était en train de vendre le club. Donc il vendait le club en ayant valorisé Jedi Gassama à une valeur plus importante que ce montant, et il espérait vendre le club plus cher pour ne pas justement avoir à le vendre seulement 2,5 millions qui devait permettre de payer les salaires et de garder ses joueurs dans l'effectif. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la vente est tombée à l'eau, et c'est la vente qui tombe à l'eau qui permet justement que le transfert se fasse, avec la communication qu'on a pu faire, justement, dire que la visite médicale a été passée, le shooting photo a déjà été fait, le joueur a été vu avec le maillot des Rangers et donc les équipements du Rangers. Donc du coup, les supporters ont considéré que le joueur n'était plus un joueur de l'effectif, et donc c'est là qu'on a vu que les supporters ont appuyé aussi le transfert. Et donc le propriétaire finit par signer les documents à l'arrivée à un jour près. La plupart des joueurs s'étaient préparés à partir. Et je me rappelle d'un joueur, Yann Valéry, qui jouait à Gassama. Il dit, à cause de tes bêtises, là, je vais devoir rester ici. Et donc, un joueur a été libéré. Et donc, les autres joueurs ont fini par rester au club, puisque leurs salaires ont été payés immédiatement. Puisque dans le deal qui avait été négocié, c'était dès la signature, la somme d'argent était payée le soir même. Ah, okay. Et donc, c'est ce qui avait été dealé. Et c'est ce qui a permis de débloquer le dossier. Donc, pour nous, le dossier était presque mort. Là, on a eu la chance à ce moment-là qu'on avait un joueur, Gassama, il est très très calme, très terre à terre, et j'ai jamais vu une sérénité, une lucidité comme ça. En plus, il avait fait venir quand même sa famille, etc. Et à l'arrivée, on a pu finaliser, parce que si à ce moment-là, on a un garçon qui est un peu plus sous tension, sous pression, peut-être qu'il repasse de l'autre côté, et il n'y a pas de transfert du tout. Donc ça a été un transfert extrêmement compliqué. Le deuxième transfert... Incroyable quand même de signaler qu'il y a un transfert qui a fait péter une vente de club. Donc c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que dans le deal, le club il espérait faire valoriser le joueur encore plus haut pour pouvoir intégrer le montant dans la vente. Finalement, la vente ne s'est pas faite, et lui, il a récupéré uniquement le montant qu'il allait récupérer pour payer les joueurs. Et du coup, sa prospection de vente, elle a échoué, quoi. Et donc la vente n'a pas eu lieu. Et de l'autre côté, il faut savoir qu'on discutait, nous aussi, avec Rangers, avec les futurs repreneurs aussi, qui considéraient qu'ils allaient reprendre le club. Donc on était avec un deal qui avait été fait avec le propriétaire actuel, et on avait les futurs repreneurs qui disaient non, en fait, à partir de demain, ce sera nous. Okay. Et donc ça a créé vraiment une situation assez particulière, qui a été très très conflictuelle, parce qu'on avait justement à ce moment-là la direction des Rangers. Je me rappelle parce qu'on avait d'autres dossiers en cours, et moi j'ai dû partir, et mon collègue est resté sur place. Et justement, Rangers nous ont dit non, il faut qu'il y en ait un qui reste parmi vous. Et on sentait qu'eux aussi, ils étaient extrêmement sous pression, sous tension, parce que l'entraîneur attendait le joueur, puisqu'ils jouaient les préliminaires de la Ligue des Champions, ils avaient besoin de leur joueur tout de suite. Et donc, les choses se sont accélérées, donc ça s'est finalisé. Quelle histoire de fou, c'est absolument dingue. Oui, c'est clair que, à mon avis, c'est l'histoire la plus folle que tu as dû recevoir. Oh, j'en ai eu quelques-unes autres, mais un transfert... Mais, c'était en plus relativement récent comme transfert, c'est pas... Oui, c'était l'été dernier. Oui, c'était l'été dernier. Ah ouais, mais en plus, j'ai l'impression que l'été dernier, tu en as vécu des trucs. Hein, parce qu'avec l'histoire de la visite médicale, qui n'a finalement pas été concluante, de Nobel Mendy, puis il devait signer aussi chez les Rangers, avec qui vraisemblablement tu avais un bon lien. Il va du côté de Rayo Vallecano, ça se passe très bien, mais
t'avais tout fait, quoi. Tout Ouais. était là, tout était prêt. Vous étiez à Barcelone, ça c'était parce que moi c'est un truc effectivement que j'avais vécu grâce à toi encore de l'intérieur. On peut vraiment le dire. C'est une fameuse phrase de Winston Churchill, mais tant que tout n'est pas fait, rien n'est fait, quoi. Exactement. C'est pour ça que je dis souvent, la relation avec les médias, elle est extrêmement importante, mais on doit être très vigilant en fait sur l'information qu'on va véhiculer, puisqu'on va faire passer une information en indiquant que c'est fait, et il se peut que la visite médicale n'est pas concluante. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va véhiculer comme image? Un joueur qui n'est pas en bonne santé, un joueur qui est en difficulté. Donc très souvent, on va avoir un coup d'avance lorsqu'on va être à la visite médicale. Pour les journalistes, on sera déjà en train de signer. Et lorsqu'on sera certainement à la visite médicale, pour un journaliste, on aura seulement un intérêt. Et donc, c'est toujours d'avoir ce coup d'avance, toujours dans le souci de protection du joueur, parce qu'on n'est jamais à l'abri, justement, que le deal ne se fasse pas. Ça nous est arrivé, nous, dans certains deals où pour nous, c'était fini, c'était mort. J'ai eu un dossier qu'on a dû faire en 13 minutes entre la France et entre l'Italie et l'Angleterre. Ouais, et mais je là, m'apprêtais à couper là, mon c'est téléphone. DocuSign, là, t'as pas d'autre choix. Hein. DocuSign, et Ouais. le joueur, fallait lui expliquer ce que c'est DocuSign, parce que moi, j'y comprenais rien à ce moment-là, donc on l'a appris en même temps, parce qu'on avait d'autres logiciels pour les signatures. Et donc, à ce moment, justement, pour pouvoir réagir et pouvoir relire très, très rapidement les documents. Et c'est là, en fait, quand tu disais tout à l'heure, c'est quoi aussi la capacité, c'est qu'on va déranger personne, en fait. On va être capable de lire en plusieurs langues, en anglais, en allemand, en espagnol, en français. On va pouvoir traiter les dossiers très, très rapidement. Et c'est là, justement, qu'un dossier qui n'aurait pas dû se faire va se faire, parce qu'on va pouvoir, justement, mettre tous les éléments, tous les arguments pour y parvenir. Ouais, mais là, tu lis en diagonale. 13 minutes pour faire un deal. Non, on se met à trois avocats. Ok. Et quand vous avez peut-être 30 pages, vous en faites 10 chacun. Si vous en avez 40, il y en a qui en fait 20 et l'autre, il en fait 10. Ah, mais si tu divises 13 minutes par 3, ça fait quasiment 3-4 minutes maximum par avocat, quoi. Et par 10 pages, quoi. C'est quand même vraiment pas beaucoup pour bosser le dossier. Donc t'imagines l'état de tension dans lequel vous devez être. Bah, À ce moment-là, il y a beaucoup de café, à mon avis, dans le sang. Non, je pense qu'il y a déjà des contrats qu'on doit traiter plus tard. Ouais. Tout ce qui va être contrats qui vont concerner, par exemple, les rémunérations des représentants. Par exemple, dans ce dossier, on n'a pas signé de contrat qui concernait une rémunération. Ouais, c'est-à-dire que tu fais le deal, derrière tu dis, ok, tout ça on voit après. On verra que le et TNS on verra soit et passé. peut-être pas. Mais l'important, c'est que le joueur, s'il part pas à ce moment-là, je crois que... Et le joueur, d'ailleurs, pour lui, il partait pas. Je crois qu'il se promenait du côté de Gonesse. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit... bon, c'est fait, etc. Et puis, quand je l'ai vu dans l'Eurostar, je lui ai tiré les oreilles, parce que pendant 2 semaines, il faisait que dire qu'il partirait pas. Et donc, du coup, j'ai fini par... Donc, c'est vrai que c'est des moments où on doit travailler très, très vite, où on va dormir très, très peu. Mais ça demande une préparation. En fait, comme je dis souvent, les joueurs vont avoir une préparation physique, mais nous aussi, athlétiquement, physiquement, mentalement, on doit être prêt dans ces moments-là. Parce qu'en réalité, on va emmagasiner aussi toute cette pression qui va arriver de part et d'autre, qui va arriver des joueurs, qui va arriver des familles. Le joueur, comme je dis, il est toujours actif, parce qu'il est concerné dans le fait que, de par ses performances, il peut impacter sa carrière. Mais la famille va être dans une position où elle va subir. Et donc, naturellement, la pression va plus venir de la famille qui on va dire, malgré elle, ne peut pas être dans un positionnement d'être acteur véritablement. Et donc, à une position un peu fragile qui va perturber aussi le joueur si ça remonte jusqu'au joueur. Et le transfert de Timothy Weah de la Juventus à l'Olympique de Marseille, je le disais, ça a été assez médiatisé, mais pas par ta faute, parce que la stratégie de la communication de la Juventus pour vendre le joueur a été de passer par des médias internationaux pour quelque part dénoncer aussi ce qui pouvait être ton attitude, on peut le dire, dans la communication. Comment tu as réagi quand tu as vu que le président de la Juventus se permettait tout simplement de te pointer du doigt sur la non-réalisation d'un deal, alors que c'était même pas la fin du mercato? C'est-à-dire que s'il fait un bilan derrière en interview et qu'il dit ouais machin bazar, je peux même comprendre, mais il jouait quelque part contre ses propres intérêts. C'est ça qui était fou. Oui. Écoute, moi ça a été plutôt positif. En réalité, le fait qu'il me pointe... Ça m'a fait de la pub, j'étais content. Franchement, j'étais super content, parce qu'en réalité, les joueurs ils ont dit... la première chose qui s'est passée, c'est que Vlahovic, quand il est arrivé et qu'il a vu Tim Weah, il a dit... t'as le meilleur des représentants, parce qu'en réalité, Vlahovic lui-même était dans ce positionnement-là. Okay. Parce qu'il a dit, en réalité, tu aurais pu partir dans un endroit où les clubs ont trouvé un accord et ils arrivent du jour au lendemain et te disent, bon, tu vas
du côté de c'était Nottingham. Oui, Ouais. Tu vois, du côté de Nottingham parce qu'il y a un accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Nottingham, échangé avec le joueur et avec nous peut-être depuis 2-3 ans, mais le joueur n'avait pas l'objectif d'aller pour le moment en première ligue. Oui, il n'a jamais voulu y aller. Donc c'était pas son objectif du tout. Et donc quand le match approche, ils étaient à la Coupe du Monde des clubs, le propriétaire, je pense qu'il envoie un de ses coordinateurs sportifs, qui dit à Timothy, bon bah écoute, tu joueras pas parce qu'on a trouvé un accord et tu partiras demain. Donc Timothy dit, mais je partirai demain où? Donc il me prévient. Donc ça crée déjà une cassure avec le club, alors que avant l'arrivée du président Comolli, c'était plutôt une tendance à rester au club et même de prolonger. Donc le départ de Cristiano, de la direction de la Juve, et notamment du responsable du recrutement, Matteo Tagnosi, qui l'avait recruté à ce moment-là, a provoqué justement une priorité pour le club, dire écoutez, on a besoin d'une certaine somme d'argent avant le 30 juin. Ils avaient un besoin de cash flow. Voilà, on a besoin de cash flow. Les joueurs qui aujourd'hui ont des offres concrètes quand on sonde le marché en tant que club, c'est Mbangula et Timothy Weah. Et les deux, on veut les vendre à Nottingham Forest, qui est capable de les payer dès maintenant. Donc, ils ont trouvé un accord très rapidement entre clubs. Donc, le joueur dit, OK, il y a une certitude, c'est que maintenant, je ne peux plus rester, puisque vous m'avez pu comprendre. Et le coach est venu me voir, il me dit, c'est un très bon projet en Angleterre, etc. Donc, je dois partir, mais j'irai où je souhaite aller, en fonction des projets qui seront présentés. Donc, on a eu plusieurs opportunités. Après, je peux comprendre qu'aller chez Marinakis n'était pas nécessairement ta priorité. Hein. Evangelos Marinakis, je sais que, bon, forcément, toi, derrière, tu es peut-être amené à renégocier avec lui dans les prochains mercatos. Voilà, mais la réalité, c'est que quand on voit l'instabilité chronique dans cette structure, on n'a pas forcément envie d'y développer la carrière de son joueur. Bah, après je pense que je ne veux pas avoir jugement sur le club ou autre, mais je pense que les clubs, ils ont un historique, ils ont des fans, et en fait, en réalité, des dirigeants sont dans un club, mais comme toute personne, les dirigeants sont de passage en réalité, parce que le club est composé en réalité de toute l'histoire qu'il y a derrière. On sait que c'est un fantastique club. Ils ont gagné des fois la Ligue des Champions dans les années 80. Après, c'est un club qui peut être amené à évoluer, mais sur le moment où on parlait, c'était certainement pas le projet pour Timothy, parce que potentiellement pas de visibilité. D'ailleurs, il y a eu des changements d'entraîneur, il y a une certaine instabilité. À Marseille aussi, il y en a eu, mais quand on arrive dans les discussions, je pense que les premiers échanges, Tim les a avec Mehdi Benassia. Ensuite, il a une discussion seule avec le coach. Et je pense que pour moi, les discussions joueur-coach, ce qui est la relation du quotidien, elle est extrêmement importante. Et à partir du moment où il a ce positionnement-là, on commence à avancer. Et là, la Juve nous fait comprendre par Damien Comolli qu'on ne sera même pas reçu, qu'il fallait partir avant, etc. Donc, je dis que je ne me déplacerai pas à Turin de toute façon pour le voir lui. On verra d'autres personnes, et c'est là qu'on a pu voir d'autres personnes de direction, notamment Chiellini et donc le deuxième coordinateur sportif qui est français. D'accord. François Modesto ? Modesto d'ailleurs, ouais, qui est top niveau, qu'on a rencontré. Donc l'échange a été vraiment très pro. L'ancien de Monza notamment. Voilà, Monza et Monaco. Monaco, ouais. Donc qui est vraiment top niveau dans l'approche. On sent une personne qui a été joueur, une personne qui se met côté joueur, une personne qui est dans la diplomatie, parce qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, même si on a des contentieux, derrière, on va avoir une certaine diplomatie pour trouver les solutions, parce qu'à l'arrivée, on ne peut pas rester dans une position de blocage. Et c'est ce qui a permis de débloquer les choses. Mais on savait qu'il y avait besoin aussi de faire comprendre quand une personne s'est mal comportée. Pour moi, je ne pars pas du principe qu'il faut que je fasse demain un autre dossier à la Juventus. Avec Monsieur Comolli, c'est pas ça ma priorité, c'est de savoir est-ce qu'on a pu trouver la solution pour un joueur qui peut se retrouver à 1 an de la Coupe du Monde dans un projet qui lui correspond pas du tout. Donc moi ça c'était ma priorité, et après à l'arrivée, en restant avec une certaine hauteur, c'est extrêmement important aussi de dire les choses et de pas se laisser intimider, parce que c'est pas Comolli FC, c'est Juventus FC pour moi. Donc à l'arrivée, je parle à un représentant de club et je parle pas au club en tant que tel. Mais t'as pas eu peur. C'est-à-dire que dans la dynamique conflictuelle avec un dirigeant, certains s'écraseraient en disant j'en aurais peut-être besoin pour les prochaines. J'aurais peut-être besoin de ce lien pour les prochains joueurs, etc. Si je me mets Comolli en froid, peut-être que ma porte à la Juventus, elle sera fermée. Toi, t'as pensé vraiment, et c'est là où on revient au départ à ta vision de ce qu'est un avocat et ce qu'est un représentant de joueur, t'as pensé d'abord avant tout, quitte à te brûler avec le club, à aller au feu pour ton joueur, quoi. Mais pour moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Je l'ai fait au Stade Rennais avec Ruello. Quand il est arrivé, il m'a dit comment on fait pour s'arranger, ou comment on fait pour trouver une solution. Je dis il n'y a pas d'arrangement possible, si ce n'est qu'il soit avec les professionnels et qu'on trouve une solution pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a toujours guidé.
Et c'est ce qui me guide quand je vais discuter avec Komoli pour Wea. C'est de manière très très claire. On peut s'entendre si on va dans l'intérêt du joueur. Je ne dis pas quand le joueur se comporte de manière non professionnelle, on trouvera toujours des solutions. Et bien sûr, on ne peut pas défendre l'indéfendable, on va trouver des solutions. Mais là, en l'occurrence, un joueur qui est exemplaire, qui est attaché au club, qui a toujours respecté ses engagements, on ne peut pas arriver et lui imposer comme si c'était juste une pièce rapportée qu'on peut déplacer d'une pièce à une autre. Donc moi, c'était vraiment l'objectif et c'est ce que voilà, je m'attache à conserver, que ce soit il y a 10 ans à Rennes où on a été dans un conflit qui a été important et je pense qu'il était nécessaire et ça a permis d'avancer. Et d'ailleurs, derrière, ils ont fait signer tous les joueurs qu'on suivi avec les Kamavinga, avec tout ça. Et je pense que beaucoup de joueurs ont dit d'ailleurs que la situation de Dembélé permet d'ouvrir les yeux sur le centre de formation du Stade Rennais. Aujourd'hui, on voit la performance qu'il y a. Et aujourd'hui, je pense avec la situation d'un Team Weah, c'était exactement la même chose. C'est d'avoir un positionnement clair. C'est pas d'être non plus un taureau qui rentre dedans sans réfléchir, mais de pouvoir trouver des solutions. Et par contre, quand les personnes se comportent mal, il faut pouvoir défendre le joueur pour que ses intérêts puissent être préservés. Il y a aussi un transfert qui était extrêmement intéressant que toi, tu as négocié, je pense, c'est Mohamed Simakan à Al Nasser. C'est important parce que Mohamed Simakan, au moment où il quitte Leipzig pour aller à Al Nasser, il y a un retentissement sur le marché où tout le monde se dit mais qu'est-ce que va faire Mohamed Simakan à Al Nasser ? Il dit adieu à l'équipe de France. Officiellement, il est en train complètement d'avorter complètement son chemin sportif et sa structure sportive. C'est vrai qu'à ce moment-là, à titre personnel, moi aussi je me pose des questions parce que je trouve que c'est un joueur qui est très fort, qui a un très grand potentiel et qui peut à un moment donné se projeter aussi dans l'équipe de France. Donc c'est important que tu m'expliques comment ça s'est passé et pourquoi est-ce que vraiment c'est au final le projet financier du coup qui a été validé. Il y a deux choses. La première, comme je dis souvent, pour regarder la carrière d'un joueur, on doit toujours regarder justement quelles sont les étapes par lesquelles ils sont passés. Un joueur comme Simakan, c'est un garçon qui a 15 ans, était encore en club amateur à Herben, qui arrive à peu près 17 ans à Strasbourg en étant sous contrat amateur, un contrat pour 4 saisons. Au bout de 6 mois, il est extrêmement performant, il passe stagiaire. Au bout de 6 mois, il repasse professionnel. Au bout de 6 mois, il prolonge son contrat. Au bout de 12 mois, il s'en va à Leipzig. Mais avant tout ça, il se fait les croisés au genou, il fait une ménisque avant la veille de signer au Milan AC. Il se blesse à l'épaule quand il revient à son premier match de reprise avec Strasbourg. Donc c'est un garçon qui a eu des épreuves extrêmement difficiles. Et quand je me rends à Leipzig, pareil, j'étais avec mon collègue justement, on sort du bureau, on est le 23 août je crois, et c'est plutôt dans une logique d'échange avec Leipzig qui nous a demandé de venir dans le cadre d'un rendez-vous pour éventuellement revoir sa situation dans la saison à venir, parce que lorsqu'un joueur potentiellement a fait une saison importante, il est prolongé, il est renouvelé. Les clubs allemands, généralement, cette augmentation salariale. Voilà, ils ne se disent pas, il reste 4 ans de contrat, ils disent, bon, il faut qu'on se voit, on a besoin de revoir son statut. Et c'est tout à fait logique pour nous, en tant que club, de faire cette démarche. Donc, c'est ce qui se passe en réalité. Et quand on remonte dans la voiture pour partir, on reçoit un appel de la même direction de Leipzig qui nous dit, bon, est-ce que Mohamed Simakan ira en Arabie Saoudite ? Et non, moi, je raccroche tout de suite. Je dis, non, il n'ira pas. C'est quoi cette question ? Et je suis avec mon collègue qui dit, Badou, on a deux règles très claires sur les choix des joueurs. C'est si on a un top club, on est obligé de présenter le projet aux joueurs, même si ça peut le perturber. Par correction. Voilà, c'est parce qu'il y a des projets que vous n'avez pas perturbé le joueur pour pas qu'il estime que c'est une option crédible. Par exemple, si vous avez un joueur qui aujourd'hui à 18 ans, vous avez un club de MLS ou d'Arabie Saoudite qui l'appelle, vous n'allez pas le perturber parce que tout de suite ça peut monter très vite et ça peut l'emmener dans une direction où comment il va traiter l'information. Donc on essaie de préserver justement les joueurs sur ces aspects-là. Et là à ce moment-là, il me dit bon, on va rentrer dans le deuxième critère. C'est pas le top club européen, Champions League, Real Madrid, Liverpool, etc. Mais par contre, il y a l'autre chose, c'est quand on a un projet qui est financier, qui est extrêmement important, on est tenu de le présenter au joueur. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas choisir à la place du joueur un projet aussi important. Et donc, il me dit, on doit le présenter. Donc, c'est vrai que j'appelle le joueur et je lui dis, on lui dit, bon, écoute, il y a un projet avec l'Arabie Saoudite, etc. Et la question qu'il pose, c'est quel club ? Et quand on dit Al Nasser, il dit, ah, c'est Ronaldo, il y a Sadio Mané. Sportivement, contractuellement, ça peut coller. Étudier. Donc notre travail, c'est d'étudier, c'est pas forcément de pousser. Donc on étudie le projet.
Il arrivait à ce moment-là qu'il venait de faire 3 il t'a vraiment dit le mot étudier? Ouais, étudier. Excellent. Vous pouvez étudier. Je vois tellement pas Mohamed Simakan dire les amis, faut étudiez étudier le dossier. Non, mais on a vraiment. Non, mais après, faut vraiment avoir l'image. Excellent. C'est vrai qu'on a des joueurs qui peuvent avoir en fonction déjà de leur âge, de leur maturité et aussi en fonction de leur parcours. Une manière d'aborder les situations de manière totalement différente. Vous avez des joueurs qui pour un transfert, ils vont être extrêmement stressés. Vous avez des joueurs qui vont dire bon bah tu m'appelles quand il faut signer. Donc et qui vont limite quand vous allez dire bon bah c'est les conditions financières. Ils vont savoir que les conditions étaient négociées au maximum. Ils vont pas arriver pour une virgule ou autre. Et ça c'est pour ça qu'il faut une extrême confiance entre le joueur et le représentant. Et donc il nous demande d'étudier. Donc on étudie le projet et on se rend compte justement l'échange maintenant c'est Fernando Hierro, donc ancien défenseur du Real qui est directeur sportif. Donc échange avec Hierro. Donc ça commence à avancer. Et il arrivait aussi à un moment où il venait de passer 3 saisons à Leipzig. On sentait aussi, après plus de 100, 120, 130 matchs à Leipzig, 3 saisons en Ligue des Champions, qu'il fallait aussi un départ. Il avait lui aussi envie de passer une étape d'une manière générale, qu'elle soit sportive ou financière. Il avait envie d'autre chose, quoi. Tout à fait. Et puis ça, on verra, ça ne l'a pas empêché d'avoir encore cette cote importante sur le marché avec des intérêts qu'on a encore pour lui régulièrement, que ce soit l'hiver, soit l'été, pour savoir ce qu'il veut revenir. Ok, ça veut dire qu'il y a encore des clubs anglais qui prennent des infos. Il a vraiment, voilà, tout à fait. Il a vraiment une cote importante encore sur le marché. Et à ce moment-là, quand il nous dit d'étudier, on a quand même des options qui peuvent être crédibles, que ce soit Liverpool ou autre, mais qui sont sur une saison plutôt 2025 pour le recruter. Donc 2025 dans le sens où vous avez Alexander Arnold par exemple qui est latéral droit qui doit partir libre. Oui mais de toute façon c'était Liverpool, ils ont fait 400 millions d'euros de transfert. Donc c'était est-ce qu'on attendait un an ou est-ce qu'il partait dès maintenant? Et on savait à ce moment-là qu'il y avait sûrement ces 3 années à Leipzig qui étaient des années quand même qui avait pesé parce que il y avait quand même pas mal de changements d'entraîneur. Pour lui, il avait fait des grosses choses aussi au club, jouant 3 années de suite à la Ligue des Champions. Et là, à ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on reste? On fait l'année de plus, sachant que l'équipe de France, comme tu l'as dit tout à l'heure, il était avec les espoirs. Ils ont joué l'Euro Espoir avec Aselo Ikeba. Il n'a jamais été appelé. Il a été présélectionné, mais il n'a pas été appelé. Alors que dans ces périodes-là, généralement, on sait qu'après à Leipzig, c'est toujours un peu compliqué d'être appelé. Il commence à y avoir quand même des signes quand même avant-coureurs d'une possible sélection en équipe de France. Hein. On en parlait énormément sur les réseaux sociaux, il y avait une hype. Quand il n'était pas sélectionné, les gens disaient « Mais pourquoi vous ne prenez pas Mohamed Simakan ?» Je veux dire, à ce moment-là, Simakan en équipe de France, ça brûlait. Quoi. Je veux dire, c'était pas loin, il n'était pas loin. Quoi. Ben, je pense qu'il a toujours été dans les radars. Après, moi, ce que je peux constater dans les sélections équipe de France, c'est souvent la nature aussi du club qui peut aussi débloquer certaines situations. Mohamed Simakan, on le prenait aujourd'hui, dans la plupart des sélections, en faisant les saisons qu'il a fait à Leipzig, il est sélectionné dans les 23. Enfin, dans la majorité des sélections, je pense qu'il est dans les 23. Ouais. En Belgique, nous, on adorait avoir Mohamed Simakan. Dans la majorité, et ce sont des sélections de très haut niveau. Ouais. Aujourd'hui, je pense que vous prenez la Hollande, vous prenez l'Italie, vous prenez la Belgique, vous prenez tous ces pays-là, il aurait été dans les 23. En équipe de France, c'est vrai qu'il y a une compétition, on va dire, au niveau de ce poste-là, mais quand on regarde quand même les 23, c'est All-Star, hein. Quand on regarde les 23, on considère qu'en défense, il aurait pu être à ce moment-là appelé. Je pense qu'il était en compétition avec Jonathan Klaus, certains joueurs, donc qui a été à l'Olympique de Marseille, il est à Leipzig. Est-ce que par rapport à Leipzig, il y a une vision qui est un peu différente? J'ai vu Konaté, par exemple, même si après c'est à Liverpool qu'il a commencé à aller véritablement en équipe de France et avoir un certain statut, mais Upamecano et Nkunku aussi ont mis beaucoup de temps en étant à Leipzig avant d'aller en équipe de France. Donc c'est extrêmement important. Sachant que il y a quelques joueurs qui étaient en Arabie, qui ont été quand même en équipe de France, mais c'est vrai qu'ils ont été sélectionnés avant d'aller en Arabie Saoudite. Oui, puis c'était surtout des cadres. Hein. Je veux dire, quand on parle d'N'Golo Kanté, c'est important de se dire que c'est quand même un joueur extraordinaire dans l'apport qu'il avait dans le groupe avant même, ne serait-ce que même de penser qu'il pourrait aller en Arabie Saoudite. C'était un joueur clé dans le collectif. Donc ça, on peut comprendre qu'à un moment donné, si physiquement il a les capacités de pouvoir le faire, il revienne en équipe de France. Tu vois. Simakan, c'est vraiment... surtout dans une projection de carrière que je me posais la question. Après, le choix qui est le sien, je pense que lui-même l'a justifié par ailleurs, il s'entendait tout à fait. Je voulais revenir aussi sur le choix d'équipe nationale concernant Mohamed Simakan. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur... Il est ivoirien.
Il est guinéen. Guinéen, pardon, sur l'équipe nationale guinéenne, pardon, ou alors l'équipe de France, etc. Est-ce qu'à l'heure actuelle, lui, il croit toujours à l'équipe de France, tu penses? Bah, je pense que c'est pas un sujet qu'on aborde nous forcément, puisque Non. Ok. je sais que il y a des sujets sur lesquels les joueurs, je les laisse toujours faire ces démarches vis-à-vis de nous. Là, récemment, on a le cas de Nobel qui a fait part de son intérêt pour le Sénégal. Et pour moi, ça doit être un choix vraiment de cœur, en fait. Ça peut pas être un choix qui est orienté, ça peut pas être un choix qui est décidé par un représentant. Souvent, quand je parle avec des sélectionneurs, quand on va échanger avec eux sur les sélections ou sur les joueurs, ils ont tendance à penser que les représentants sont là, doivent pousser à gauche ou à droite. Et je considère que les meilleurs choix, comme pour un choix de club, et encore plus pour la sélection nationale, ça va être un choix du joueur. Et c'est pas un sujet qu'on a abordé. Moi, je pense que c'est un garçon, comme beaucoup de binationaux, qui ont des grosses attaches avec le pays dans lequel ils sont nés, dans lequel ils ont grandi, l'éducation qu'ils ont reçue, et qui ont des grosses attaches aussi avec cette double culture qu'ils peuvent avoir. Donc on n'est jamais à l'abri, mais aujourd'hui, c'est pas un sujet qu'on a abordé, parce qu'on voit les gros enjeux qu'ils ont en ce moment là avec le titre qu'ils veulent jouer, qu'ils jouent avec Al Nasser. On voit aussi dans son équipe qu'il a pas mal d'internationaux, Sadio qui joue avec le Sénégal, Cristiano, je pense qu'aussi Joao Félix va sûrement retourner au Portugal, parce que je trouve extrêmement performant en ce moment, depuis qu'il est arrivé à Al Nasser, mais de toute façon on connaît son talent, il s'était un petit peu perdu ou autre, mais c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent revenir sur la table rapidement. Après, faire le choix ou dire qu'est-ce qu'il a dans la tête aujourd'hui, moi je considère toujours quand le joueur fait le choix, c'est mon travail, c'est surtout que le choix se fasse dans les meilleures dispositions, que tout soit cadré, que les engagements soient tenus, comme sur un contrat avec un club. On va passer à la séquence La Sauce dans un petit instant. C'est la surprise de fin d'émission. Mais juste avant, je voulais te poser une question. Avec quel club est-ce que tu ne retravaillerais plus jamais? Ça bouge d'un moment à l'autre. Ok. Avant, c'était le Stade Rennais. Bah oui. Le Stade Rennais, Ouais. à ce moment-là, je ne travaillerai plus avec eux. Ils t'ont tellement fait la guerre sur c'était Ousmane. tellement la bagarre. Mais à l'arrivée, on s'est retrouvé à les aider dans un dossier qui était conflictuel, notamment avec mon collègue sur le départ de Mbaye Niang. On s'est retrouvé lorsqu'on a signé Elias Damerji, gardien de but premier contrat professionnel. En fait, c'est plus les humains avec lesquels tu retravaillerais plus. C'est plus les humains, parce qu'en fait, en réalité, quand je reviens de retravailler avec Rennes, avec la direction, on a Cloarec qui est une top personne. On sent que on va échanger, on va discuter, on va trouver des compromis. Donc on fait signer Loum Tchaouna, premier contrat pro, plus prolongation. Elias Damerji, premier contrat pro. Et même Désiré Doué, son premier contrat pro pour lequel je suis intervenu. Donc en réalité, tout est une question de personne, en fait. Pour moi, à un moment donné... c'est pas une question de dire qu'une personne est mauvaise ou autre, mais en fait le feeling peut passer ou pas. Vous avez des personnes qui sont aussi dans un positionnement où ils vont considérer qu'ils peuvent se permettre d'écraser l'autre, en fait. Et pour moi, ma vision, elle est à contre-courant de tout ça. C'est pas parce qu'on a un positionnement qu'on représente, vous pouvez représenter demain le plus grand club du monde. J'ai toujours eu pour moi le même ressenti. Plus vous montez, c'est pas des petites gens, en fait, c'est des vraies personnes qui ont des vrais principes. Vous parlez avec le Bayern Munich, vous parlez avec Manchester United, vous parlez avec Liverpool. Vous avez des personnes simples, des personnes qui sont saines, en fait, dans l'approche. Et c'est ça, en fait, que j'arrive à distinguer, c'est qu'on a ces personnes-là qui vont être capables de mesurer, et ils n'ont pas besoin de crier pour dire qu'ils sont puissants et qu'ils sont forts et qu'ils représentent une institution. Et donc ta pire expérience transfert? Et aujourd'hui, le club avec lequel je ne travaillerai plus pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, c'est le Racing Club de Strasbourg. C'est bien que tu aies répondu. Ça me fait plaisir parce que tu es parti dans un tunnel, je me suis dit oh là là. Moi j'esquive pas. Il va me faire une langue de bois. Non, j'esquive pas, j'esquive pas. Okay. Pour l'instant, Racing Club de Strasbourg, à part quand je discute ou qu'on discute avec les dirigeants qui sont plutôt ceux de Chelsea, je trouve que là, ils se comportent comme des grandes personnes, mais avec Strasbourg un peu moins, parce que en fait, tout ce qui va être les coups par derrière, en plus, on le sait parce que c'est un milieu dans lequel on va savoir qui est qui et comment il fonctionne. Mais j'ai toujours en fait cette stratégie de ne jamais dire que je sais qu'une personne est dans le zigzag. Mais pour moi, à mon avis, je dis souvent, le savoir est une arme. Donc je préfère garder cette information-là. Et parfois, quand je regarde la personne, je sais qui tu es. Je sais ce que tu fais.
Bon, écoute, super. Merci en tout cas. Avec On plaisir. passe directement à la sauce. Let's go! Alors, petite séquence la sauce. Alors, c'est une petite séquence qui, en fait, va tout simplement te permettre de peut-être découvrir ou redécouvrir quelqu'un. Donc, je vais te donner mon téléphone. Tu vas prendre effet de la vidéo, tu vas la regarder, et puis derrière, tu réagis. Parce que voilà, cette personne avait vraiment une question à te poser. Voici la question. Salut Badou, j'espère que tu vas bien. Tom Poto, ancien scout du Standard de Liège, avec lequel tu étais en contact lorsque j'occupais encore mes fonctions. Alors mes questions sont les suivantes. J'aimerais savoir quelle est ta vision sur les cellules de scouting et basée sur ton expérience en tant qu'intermédiaire, quel est un peu le ratio de deal qui se fait sur base plutôt des recommandations des cellules de scouting, des deals qui sont peut-être directement via des présidents ou directeurs sportifs ou des deals que ce sont les coachs qui font. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une excellente continuation et merci pour la collaboration qu'on a pu avoir. Très fier de voir le résultat de ton travail. À très bientôt. Ciao, ciao. Eh ben, écoute, voilà, c'est Tom Mpoto qui est l'ancien recruteur du Standard de Liège. Il a travaillé dans la cellule de scouting du Standard, avec qui tu as déjà eu l'occasion de parler, qui m'a dit il faut absolument que je pose une question à Badou, justement concernant le scouting. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui dans cette émission la question de scouting. Il faut penser que ça ne s'oppose pas au travail d'avocat ou d'agent, ça doit être complémentaire. Exactement. Moi, d'ailleurs, j'apprécie beaucoup Tom parce que c'est vraiment un grand professionnel. Je pense que dans ce milieu-là, on arrive à savoir justement ceux qui vont mettre cette passion et vont donner énormément de temps, d'énergie à regarder le marché. Ils vont connaître tous les joueurs. Ils vont scouter un joueur avant même que la plupart des clubs ont vu, parce que certains clubs vont aller sur un joueur parce que d'autres sont déjà dessus et ils vont voir qu'il est sollicité par un club et ils vont arriver. D'ailleurs, je crois que j'avais le président de Chelsea récemment qui a dit j'avais tellement pas d'équipe que j'attendais de voir et si je voyais Manchester City sur un joueur, j'allais dessus. J'ai vu justement cette dernière intervention. Excellent. Donc aujourd'hui, pour moi, le scouting il est extrêmement important au sein des clubs. Dernièrement, je parlais avec un dirigeant de club et je lui expliquais il faut que vous ayez une vraie cellule de recrutement parce que vous anticipez pas, vous n'avez pas la capacité financière d'arriver et de payer les prix que pourraient payer les grands clubs comme le Paris Saint-Germain, Arsenal, Man City, etc. Mais si vous n'avez pas la capacité de cerner le marché et de savoir qui sont les joueurs qui seront les champions de demain, vous ne pourrez jamais les avoir, ces joueurs-là. À un moment donné, ils ont eu Salah chez eux, à Bâle. Donc ça a été intéressant. Mais si tu n'arrives pas à cibler ce marché-là, ça devient compliqué. Et tu as un train de retard et tu n'auras jamais ces joueurs-là. Et peut-être qu'ils seront prêtés chez toi. Mais ce ne sera jamais des joueurs que tu auras en tant que joueur à 100%, on va dire, actif du club. Pour moi, la cellule de recrutement, elle est extrêmement importante, mais à tous les niveaux. Ça arrive souvent dans des deals où on a des agents qui vont nous dire non mais vous parlez pas à la bonne personne, vous savez lui c'est pas un décideur, vous savez le décideur c'est le directeur sportif, vous savez le décideur c'est le président. Moi je considère que toutes les personnes sont importantes dans un club. Premièrement déjà d'un point de vue humain c'est extrêmement important de respecter chaque rôle, sinon il n'est pas là. Je vois pas un dirigeant de club qui va payer un scout s'il ne sert à rien. La deuxième chose c'est que le scout c'est celui qui fait le premier rapport sur le joueur. Je prends le cas de Dembélé à l'époque, pour Barcelone qui le suivait, Chelsea, Man City. Les premiers rapports, c'est les recruteurs que j'ai connus quand j'allais voir un match U16, U17 et qu'ils étaient au bord du terrain et qui me disaient ça va, tu vas bien, je viens de faire un rapport, etc. C'était les premiers recruteurs. Et c'était les premiers recruteurs qui mettaient dans leur base de données les notes, la personnalité du joueur et qui le voyaient à un certain âge. Et en général, quand il grandit, il va gommer peut-être les défauts, mais la personnalité va rester. Donc les scouts vont avoir ce premier rôle très très important. Et après, vous allez avoir la cellule de recrutement pour moi qui va décider au regard de ces rapports de scout, est-ce qu'il passe à l'action, il passe pas à l'action, puisqu'après ils vont vérifier quelle est la personnalité du joueur. Et là, le scout aussi a joué son rôle en expliquant si le joueur, c'est plutôt un joueur qui a un mauvais body language, ces choses-là qui sont que sur le terrain qu'on va les voir, c'est pas à la vidéo qu'on va voir ces choses-là. Donc pour moi, la cellule de recrutement, elle est extrêmement importante, mais aujourd'hui, de plus en plus, on a des dossiers qui sont de direction à direction. C'est pour ça que vous avez aussi pas mal d'échecs.
parce que ça veut dire qu'on a le travail en amont qui doit être fait, et même si je sais que il y a les data qui se développent beaucoup, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Ça peut faire gagner du temps, mais pour moi, il n'y a rien qui remplace l'humain et le terrain. Des choses qu'on va sentir à la fin d'un match, comment le joueur est après avoir pris sa douche, après avoir perdu. C'est tout ce qui va déterminer comment il sera après un match de Ligue des Champions, quand il aura perdu le match aller, comment il sera au match retour. Donc pour moi, ces choses-là, elles sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement voir la qualité technique du joueur, c'est voir tout ce qui est ensemble autour du joueur, notamment son accompagnement, comment il est structuré, comment est la famille, quand il sort du match, est-ce qu'il sort en claquette, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour des clubs. Et aujourd'hui, c'est ma vision un peu plus, on va dire, footballeur qui me renvoie vers ces notions-là. C'est pas du juridique, mais comprendre ces enjeux-là, ça permet aussi de comprendre pourquoi certains dossiers vont se faire, certains ne vont pas se faire. Parce qu'en réalité, ils vont dire, bah non, moi, ça m'intéresse pas. Ça, c'est une attitude qu'il faut changer. On avait un joueur qui jouait à la Coupe du Monde du vin avec une sélection. Après le premier match, j'étais pas au stade, mais son scout de son club auquel il appartient me dit c'est pas bien ce qu'il a fait, il est rentré directement au vestiaire parce qu'il n'est pas rentré en jeu alors que son équipe a gagné un match important. Cette info, quand je l'ai reçue tout de suite au niveau de nos équipes, on a tout de suite donné l'information aux joueurs. Et je peux dire qu'ils ont gagné le titre, ils ont été champions du monde. Et il m'a dit, heureusement que vous m'avez parlé. Et pour moi, ces choses-là, elles sont importantes puisque ce scout... Mondial U20, c'est le Maroc, champion du monde. Voilà, c'est un joueur marocain. Donc voilà, mais il a eu la maturité pour dire, ouais, heureusement que j'ai changé ça. Et c'est des joueurs comme ça, en fait, qui sont accompagnés, qui sont scoutés tous les jours sur tous les aspects. Donc généralement, les joueurs ne sont pas au courant de ça et c'est notre rôle aussi de leur donner les informations. Et ça arrive très souvent que j'ai des scouts qui me disent... attention, ça par contre, ça il doit changer ça, il doit faire attention. Et c'est des informations qu'on va remonter aux joueurs qui vont permettre qu'il va gommer et quand le scout va revenir, en fait ces choses-là elles seront gommées et on verra une progression. Parce que tout ce qui va être important, c'est l'évolution et la progression qu'un joueur va avoir. On ne demande pas à avoir un joueur parfait, prêt dès maintenant, c'est de voir est-ce qu'il a cette marge de progression pour gommer ses défauts et développer ses qualités qu'il a déjà. Monsieur Badou Sabangué, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présent dans En Off. Merci pour la confiance aussi que tu m'as faite et puis pour ton honnêteté aussi. Beaucoup d'honnêteté, beaucoup de bonnes choses. Quant à nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour encore un nouvel invité dans En Off. On continue à construire le puzzle, vous et moi, et c'est évidemment un énorme plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes en podcast et que vous avez été jusqu'au bout. Félicitations, vous pouvez vous féliciter, vous remercier avec un petit 5 étoiles mis sur les différentes plateformes de podcast. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Et on remercie évidemment le soutien de cette émission qui est Unibet Expert. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao!